France 24 et RFI présentent Bonjour à tous et bienvenue sur France 24 et Radio France Internationale pour le grand débat des élections européennes. Un scrutin qui a lieu dans 2 mois à peine, le 9 juin. Attention, le 8 juin dans certains territoires comme la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Polynésie française. En tout cas, ne manquez pas la date. Et pour éclairer votre décision, nous avons réuni les principales têtes de liste françaises à Bruxelles, à 2 pas de l'hémicycle, où tous espèrent envoyer un maximum de députés européens. Il y en a 81 à élire côté français. Oui, dans les 2 prochaines heures, nous allons aborder les grandes questions internationales, économiques, sociales, qui rapprochent ou différencient les partis. Nous regrettons bien sûr l'absence de la tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui n'a pas accepté notre invitation et qui est représenté aujourd'hui par le candidat en 3e position sur sa liste. Toutes les autres têtes de liste sont présentes et nous les remercions. Alors, le programme de ces têtes de liste, chacun a 1 minute et par tirage au sort, donc pour expliquer les grandes lignes de son programme. Vous commencez. Bonjour, Raphaël Glucksmann, candidat du Parti socialiste et de Place publique. À 44 ans, vous menez pour la 2e fois cette liste vers le scrutin européen. C'est à vous d'ouvrir le bal pour 1 minute pile. Top chrono. Mon Europe, notre Europe, en réalité, parce que nous sommes des millions à défendre cette vision. C'est une Europe libre. C'est une Europe qui résiste à Poutine, qui soutient l'Ukraine et qui ne dépend pas des électeurs américains pour se défendre. C'est une Europe juste, qui comprend que la solidarité est la base de la puissance et qui taxe plus les grandes fortunes que les classes moyennes. C'est une Europe protectrice, qui ne laisse pas ses producteurs de panneaux solaires se faire ratiboiser par une concurrence chinoise déloyale qui repose sur l'esclavage. C'est une Europe écologique qui redécouvre dans la transition énergétique la liberté qu'elle a perdue à cause de ses dépendances aux énergies fossiles. C'est une Europe humaniste qui défend les droits humains du Karabakh à Gaza. C'est une Europe féministe qui inscrit le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux et promeut l'égalité salariale. Cette Europe-là, son émergence, sa naissance, ça se décide le 9 juin et nous serons là. Bonjour Marie Toussaint, Bonjour. Vous êtes la tête de liste des écologistes, vous avez 36 ans, vous êtes députée européenne sortant. 1 minute à vous aussi pour nous parler de votre Europe. Bonjour. L'Europe que je défends, c'est une Europe qui protège. Une Europe qui protège les siens, en particulier les plus vulnérables et qui fasse de la lutte contre la pauvreté sa colonne vertébrale. Une Europe qui protège la nature, qui agisse vraiment pour le climat et la biodiversité, qui lutte contre ces produits toxiques qui abîment votre santé. Une Europe de la démocratie, qui se défend contre ses ennemis à l'extérieur de ses frontières, mais aussi contre l'extrême droite qui veut la miner de l'intérieur. En somme, une Europe qui prenne soin de vous. Mais regardez autour de moi aujourd'hui sur ce plateau. Vous verrez l'extrême droite qui joue sur les peurs, les colères, le désespoir, pour mieux promouvoir la guerre de tous contre chacun et contre le vivant. Et vous verrez les macronistes, ceux qui prétendaient être un rempart au RN, mais qui accélèrent en réalité la diffusion de leurs idées et de leurs politiques, tant sur la question migratoire qu'en se faisant les fossoyeurs de l'écologie. Alors, si vous voulez des députés citoyens qui se battent contre les lobbies, qui portent et emportent des combats pour le climat et la biodiversité, pour la qualité de l'air, contre la déforestation, contre les écocides, eh bien le 9 juin, c'est avec les écologistes. Bonjour Léon Desfontaines, à 28 ans, vous êtes le plus jeune candidat en lice présent ce soir. Vous représentez le Parti communiste français. À vous aussi l'exercice Mon Europe en 1 minute. Mon Europe, ce n'est pas celle-ci. Ce n'est pas celle qui contraint ses États membres à couper des services publics. Ce n'est pas celle des 10 milliards d'euros d'économies annoncées par Bruno Le Maire. D'ailleurs, cette Europe, elle s'est bâtie autour d'une fraude démocratique. Parce qu'en 2005, les Français, ils avaient dit à plus de 55% que cette Europe libérale-là, ils n'en voulaient pas. Eh bien, cette fraude démocratique, je l'ai vécue dans ma chair, chez moi, à Amiens, dans la Somme, où j'ai vu Goodyear, Whirlpool, des usines partir à l'est de l'Europe parce que la main-d'œuvre était moins chère. J'ai vu ces services publics fermer les uns après les autres. J'ai vu dans ma famille ces agriculteurs qui ont été mis en concurrence avec des agriculteurs du monde entier. Cette Europe a mis notre peuple à genoux. Eh bien, aujourd'hui, on leur propose de relever la tête. On leur propose de bâtir une autre Europe. Une Europe qui se fixe comme priorité celle de la production. Produire
des grands travaux utiles pour répondre à l'impératif environnemental, de produire des usines pour permettre de retrouver notre souveraineté, de construire des services publics pour offrir une santé et une école de proximité accessibles à toutes et tous. Une Europe qui permet surtout de reprendre la main sur nos vies et sur leurs profits. Une minute. Bonjour Valérie Ayé, vous êtes aussi députée européenne sortante, vous avez 38 ans et vous portez les couleurs de la liste de la majorité présidentielle. Alors à vous aussi une minute. J'ai la conviction que les Français ont besoin d'Europe et évidemment pas de n'importe quelle Europe. Mon Europe, c'est l'Europe qui permet de réguler l'immigration irrégulière. Je suis la seule ici à soutenir le pacte asile et migration. Loin, très loin des incantations et de la brutalité de la droite et de l'extrême droite et de la naïveté de la gauche. Oui aux responsabilités et aux solutions. Mon Europe, c'est une Europe qui nous permet de faire face ensemble aux défis écologiques et agricoles. Parce que oui, ils vont de pair. Je ne serai jamais du côté des climato-sceptiques et je ne pointerai jamais du doigt le monde agricole. Au contraire, comme depuis le début, je serai aux côtés des agriculteurs pour leur faciliter le quotidien et pour leur permettre de vivre dignement de leur métier. Mon Europe, c'est une Europe qui nous rend plus forts économiquement face à la Chine et aux États-Unis. Regardez les Anglais avec le Brexit. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils ont repris le contrôle ? Non. Eh bien moi, je vous propose de reprendre le contrôle en européen, de rouvrir des usines, de relocaliser des productions chez nous, de créer de l'emploi. Au fond, Une minute. de reprendre en main notre destin industriel, écologique et alimentaire. C'est cette Europe-là que je porte. Alors bonjour Manon Aubry. Bonjour. À 34 ans, vous êtes à nouveau tête de liste pour la France Insoumise. Allez, à une minute à vous aussi. Ce qui se joue dans ces élections européennes du 9 juin est très concret. Est-ce qu'on va laisser Emmanuel Macron et la Commission européenne faire la poche des chômeurs, augmenter la TVA, ou enfin est-ce qu'on va taxer les super profiteurs? Est-ce qu'on va laisser faire ce racket social voulu par la Commission européenne et ses nouvelles règles budgétaires, ou est-ce qu'on va se donner la force de tout changer? Tout changer pour protéger nos services publics des coupes budgétaires, nos écoles et nos hôpitaux. Tout changer pour bloquer les prix de l'alimentaire et les prix de l'électricité qui explosent. Tout changer pour mettre fin aux accords de libre-échange et enfin imposer un protectionnisme. Tout changer pour imposer la paix en Ukraine et un cessez-le-feu à Gaza. Tout changer pour enfin réguler les lobbies qui ont tant de pouvoir ici au Parlement européen. Bref, se donner la force de tout changer ensemble pour préparer l'après-Macron, parce que nous ne sommes pas condamnés à subir le duel entre les macronistes et l'extrême droite. C'est Jordan Bardella qui n'a toujours pas trouvé le chemin ici du Parlement européen. Ensemble, on va le faire. Une minute aussi. Bonjour Marion Maréchal, à 34 ans, vous représentez Reconquête, le parti fondé par Éric Zemmour, ancienne députée nationale pour le Rassemblement national. C'est votre première candidature européenne. Alors aussi à vous une minute pour convaincre et nous donner votre vision de l'Europe. Oui, je vous ai écouté et je crois que nous allons pendant 1h30 entendre le fait que vous êtes tous en désaccord, que vous allez chacun révolutionner l'Europe dans un projet différent. Moi, j'aimerais rappeler un certain nombre de choses aux personnes qui nous écoutent, qu'aujourd'hui, M. Glucksmann du Parti Socialiste, Mme Ayé du Parti macroniste et M. Bellamy du groupe PPE gouvernent ensemble dans la même majorité au Parlement européen, derrière Ursula von der Leyen, et qu'ils suivent d'ailleurs l'agenda idéologique du fanatisme vert de Mme Toussaint. Donc l'enjeu de ces élections, c'est de savoir est-ce qu'on continue avec cette majorité et donc avec leur politique qui gouverne depuis des décennies l'Union européenne, ou est-ce qu'on fait basculer l'Union européenne à droite pour relever avec nos alliés européens, selon moi, le grand défi vital, le grand défi existentiel pour nos enfants, c'est-à-dire celui du grand remplacement, celui de l'islamisation. Finalement, il y a une seule question à se poser le 9 juin prochain, c'est est-ce qu'on veut que la France reste la France, est-ce qu'on veut que l'Europe reste l'Europe? Et donc si on souhaite cela, eh bien, il y a un seul bulletin de vote, c'est le bulletin de notre liste Reconquête. Une minute, merci. Bonjour Fabrice Leggeri, vous êtes 3e sur la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella, que vous remplacez. À 56 ans, vous entrez en politique après avoir dirigé l'agence Frontex de protection des frontières extérieures de l'Union européenne. Quelle Europe voulez-vous en 1 minute? Bonjour. Le 9 juin, les Français ont le choix entre soit l'Europe de Macron et de von der Leyen, qui efface la France et qui efface les peuples d'Europe, ou bien les Français ont le choix de l'Europe des nations souveraines. Mon Europe, l'Europe du Rassemblement national, c'est l'Europe des nations souveraines qui coopèrent librement. C'est une Europe qui protège ses frontières contre l'immigration et qui est fière de la civilisation européenne. C'est une Europe qui favorise la croissance industrielle et agricole contre l'écologie punitive. C'est une Europe qui défend les intérêts commerciaux de nos entreprises et défend nos emplois chez nous. C'est une Europe qui, en réalité, est celle du bon sens, qui facture l'électricité à son prix réel. Et enfin, c'est une Europe démocratique qui sera libérée de la bureaucratie de la Commission européenne qui empêche tout débat politique
Et donc, c'est une Europe de liberté que propose le Rassemblement national aux Français, pour que les Français puissent véritablement peser sur les choix décisifs de leur destin, dans le domaine de leur identité et dans le domaine économique également. 1 minute. Et donc, c'est une Europe de débat politique. Enfin, bonjour François-Xavier Bellamy. À 38 ans, vous allez pour la 2e fois mener la bataille à la tête de la liste des Républicains. Et c'est votre minute. Le débat que nous allons avoir aujourd'hui, il se déroule dans un contexte de crise majeure. Et personne, je crois, n'a rappelé qu'aujourd'hui, les Français vivent concrètement la réalité de l'appauvrissement du pays, du décrochage de la France et de l'Europe dans le monde. Pour lutter contre ce décrochage, je suis convaincu que l'Europe peut être un levier pour nous rendre les moyens de maîtriser notre destin, à condition qu'elle veuille bien changer de cap, à condition que nous permettions qu'elle libère enfin notre économie, qu'elle sorte de la spirale des normes, de la contrainte, des charges et des contrôles, qu'elle investisse de nouveau dans l'agriculture, dans l'industrie, à condition qu'elle assume de protéger nos frontières et qu'elle nous permette de transmettre nos valeurs et notre identité. Mais pour cela, pour parvenir à obtenir ce changement de cap nécessaire, il faudra mener un combat. Et moi, ce qui me révolte, c'est qu'au fond, derrière les belles promesses que nous entendons aujourd'hui, il y a la réalité d'un bilan. La réalité du bilan des macronistes, de la gauche, qui depuis 10 ans ont fragilisé la France, y compris dans le débat européen. La réalité aussi du bilan du Rassemblement national, qui aujourd'hui, comme pendant ces 10 dernières années, est absent de ce débat. Jordan Bardella n'est pas là. Et la vérité, c'est que l'Europe, c'est un combat de tous les jours. Et c'est seulement par ce combat patient, déterminé, courageux, que nous parviendrons à rendre aux Français l'Europe dont ils ont besoin. Je vous demande de prendre place d'ailleurs, de vous installer dans vos sièges. Nous ouvrons le premier grand chapitre international pour tous nos 2 médias, bien sûr, diffusés partout dans le monde, en commençant par la question des migrations, car l'immigration est évidemment au cœur de la campagne. On vous donne un chiffre de migration dans l'Union européenne en 2023, 380 000 entrées irrégulières selon Frontex, un chiffre qui sera en hausse par rapport à l'année d'avant de 17%, mais qui n'a quand même pas grand-chose à voir évidemment avec la grande crise migratoire de 2015. Raphaël Glucksmann, votre Europe, est-ce qu'elle est finalement sur ce sujet, elle veut faire quoi ? Un pacte migratoire peut-être, mais différent de ce qui est en train de se faire ? Différent, oui. Notre Europe, notre projet, c'est de mettre fin à la fois à l'indignité et au désordre. L'indignité, c'est la mort de 50 000 personnes en Méditerranée. C'est la transformation de nos mers en cimetières. C'est des êtres humains qu'on condamne à vivre dans nos rues par hypocrisie. Le désordre, c'est ce qu'on appelle le système de Dublin, qui fait peser toute la responsabilité sur les pays d'entrée. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est une véritable politique migratoire européenne, mais qui rompe avec l'hypocrisie, qui rompe avec les slogans sur l'immigration zéro, qui admette les faits. Et les faits, c'est que nous avons besoin de voies légales d'immigration. Donc notre Europe, elle prend à bras-le-corps cela. Elle impose la cohérence dans l'asile, dans la répartition, et elle impose aussi les faits, c'est-à-dire le besoin d'immigration légale. Et ce que nous proposons, ce n'est pas simplement de respecter la dignité humaine, de respecter les conventions internationales que nous avons signées, de respecter le droit, c'est aussi de respecter les besoins de nos sociétés, de nos économies, de nos démocraties. Et ce que nous voulons, c'est reprendre la maîtrise. Le problème de ce pacte asile-immigration, c'est qu'en réalité, il ne répond à aucune des questions, ni à l'indignité, ni au désordre. Et que dans 2 ans, dans 3 ans, nous serons à nouveau amenés à discuter d'un pacte sur la migration. Fabrice Leggeri, rappelons que vous avez démissionné en 2022 de l'agence Frontex qui faisait l'objet d'une enquête de l'Office européen de lutte antifraude pour des renvois illégaux de migrants. Alors aujourd'hui, au RN, quelles solutions migratoires préconisez-vous pour l'Europe ? D'abord, il n'y a pas eu de renvois illégaux de migrants. Bon, ça, c'est faux. Simplement, c'est investigué par l'OLAF en tout cas. Hein, voilà. Et la conclusion a été que tout cela est faux. Bon, maintenant parlons des propositions, c'est ça qui intéresse les auditeurs. En réalité, le pacte asile-migration ne résout rien. C'est une tromperie politique et inhumaine. C'est une tromperie politique parce qu'en fait, ça consiste à légaliser l'arrivée illégale de pauvres victimes des trafics d'êtres humains qui mettent leur vie en danger à travers la Méditerranée ou à travers le Sahara. Et ensuite, c'est une tromperie politique parce que finalement, les États sont dépossédés par la Commission de leur souveraineté dans la matière migratoire. C'est inhumain parce que la vraie solution, ce serait de permettre à des personnes en besoin de protection internationale de faire leur demande d'asile dans des consulats de pays européens hors d'Europe,
au plus près de la zone dans laquelle ils sont en danger, de manière à éviter que ces personnes tombent entre les mains de groupes criminels et mettent leur vie en danger. C'est ça l'humanité. Monsieur Légéry, Marie Toussaint. c'est vous qui avez mis la vie de personnes en danger. Pendant que vous étiez à la tête de Frontex, ça a été 10 000 personnes qui ont trouvé la mort. Qu'est-ce que vous venez nous raconter ici en disant qu'il y a des gens qui peuvent demander l'asile alors qu'ils sont persécutés dans des pays comme l'Afghanistan, comme l'Irak ou la Syrie? La réalité, c'est que ce que vous faites, c'est que vous les mettez encore plus en danger, monsieur Légéry. C'est tout ce que vous faites. Et quand vous appelez Frontex une super ONG qui vient sauver les migrants en mer, vous parlez de 10 000 personnes, 10 000 vies humaines sous votre direction, 30 000 en réalité depuis la création de Frontex. Ce que vous faites est criminel. Ce que vous faites est criminel. Et ce que vous voulez, c'est juste qu'il y ait encore plus de personnes qui trouvent la mort dans la Méditerranée. C'est tout ce qui est sous votre politique et sous la ligne que vous défendez avec le Rassemblement national. Manon Aubry. Je vais même aller plus loin. Monsieur Légéry, j'ai du mal à savoir comment vous arrivez à dormir la nuit. Est-ce que vous savez combien de morts exactement, combien de personnes sont mortes en mer Méditerranée pendant que vous présidiez Frontex? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Un chiffre, 300 000 monsieur personnes, Légéry. 300 000 Un chiffre, personnes ont monsieur été Légéry. sauvées par Frontex pendant que j'étais directeur de 25 000 l'agence. personnes, monsieur Légéry. 25 000 personnes sont mortes sous votre direction quand vous étiez à 300 000 Frontex. personnes ont été sauvées sous ma direction. Monsieur Frontex, Et bien sûr, vous les avez du bâtons ont sang été sur les renvoyés. mains. Bien Vous sûr, avez les du bâtons sang ont sur été les mains. renvoyés. Et la réalité, c'est C'est que... de la diffamation, faites attention, madame. Et je le dis et je le redis, monsieur Frontex, vous avez dû démissionner, monsieur Frontex, lapsus révélateur, monsieur Légéry, vous avez dû démissionner de Frontex parce qu'il y a une enquête pour plusieurs raisons, à la fois pour mauvaise gestion, pour refoulements illégaux. Vous renvoyez des migrants mourir en mer Méditerranée vers des pays comme la Libye qui ne sont absolument pas des pays sûrs. Et puis, vous avez menti à plusieurs reprises. On est ici au Parlement, devant ce Parlement européen. Donc, monsieur Légéry, vous êtes non seulement un menteur, mais vous êtes aujourd'hui un criminel. Et je pense que vous devez faire face à votre responsabilité. Parce que, vous savez, ces personnes ne quittent jamais leur pays par gaieté de cœur. Monsieur Légéry, si vous êtes français, est-ce que vous quitteriez la France si vous n'aviez pas des raisons de la quitter? Si votre pays n'était pas en guerre? Qu'allez-vous dire à ces jeunes Syriens qui fuient l'enrôlement obligatoire dans l'armée de monsieur Bachar el-Assad, pour ne prendre que cet exemple? Répondez et ne fuyez pas vos responsabilités, comme le fait monsieur Bardella. Madame Aubry, tout cela est faux. 300 000 personnes ont été sauvées en mer Méditerranée alors que j'étais directeur de Frontex. S'il y a malheureusement des personnes qui se noient dans la mer, c'est parce que des groupes criminels mettent les migrants sur des bateaux et parce que des ONG irresponsables sont complaisantes et leur vantent l'Eldorado européen. Vous parlez des ONG de sauvetage en mer, monsieur Légéry. Vous parlez des ONG de sauvetage en mer, les personnes qui vont sauver des personnes. Et vous accusez les ONG qui vont sauver les personnes qui perdent la vie en mer de leur porter atteinte, de porter atteinte à leur vie. C'est fou. Madame Toussaint, voilà, c'était Madame Toussaint. Madame Toussaint, Valérie Ayé, on voit que le débat s'anime tout de suite sur le pacte asile-immigration. Vous le soutenez. En quoi constitue-t-il une avancée? Je le soutiens, ce pacte asile-immigration, parce qu'il va nous permettre de mieux contrôler nos frontières, de mieux gérer les flux migratoires irréguliers avec humanité et efficacité. Et au fond, de ne pas laisser les réseaux de passeurs décider à notre place. Et j'assume ce vote. Et je vois bien les stratégies électorales des uns et les autres autour de cette table ce soir. L'extrême droite. Évidemment, vous ne pouvez pas soutenir ce texte parce que répondre aux défis migratoires, ce serait assécher votre carburant électoral. Monsieur Bellamy, à droite, vous refusez de soutenir ce texte parce qu'au fond, vous courez toujours plus derrière l'extrême droite et malheureusement, on en a la démonstration supplémentaire ici. Et la gauche, avec la gauche, on est toujours dans la naïveté et dans l'inaction. Monsieur Glucksmann, vous prétendez que vous ne pouvez pas soutenir ce texte parce qu'il serait déshumanisant pour les migrants. Mais qu'est-ce que vous dites à vos collègues socialistes espagnols, à vos collègues socialistes allemands qui votent ce texte et qui le soutiennent? Est-ce que vous leur dites qu'ils sont devenus de méchants réactionnaires? Non, vous ne leur dites pas ça, tout simplement parce que si vous ne votez pas ce texte aujourd'hui, c'est pour des raisons électoralistes nationales. Parce que vous savez pertinemment que si vous votez ce texte, vous allez éclater la NUPES, vous allez éclater votre liste NUPES. Votre liste aujourd'hui, c'est une liste, votre numéro 3, M. Jouvet, qui a négocié l'accord de la NUPES et qui était tenant d'une liste européenne à la NUPES. Votre numéro, il n'y a pas de liste pour nos téléspectateurs. Il n'y a pas de liste de gauche puisque vous êtes tous là. Permettez-moi de terminer. Oui. Votre numéro 14 qui se réjouissait d'une cohabitation avec M. Mélenchon. Madame Diop qui, au lendemain des attaques du 7 octobre, se réjouissait encore de cette collaboration. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas voter ce texte pour des raisons de politique nationale et non pas sur des raisons de fond. Vous le savez très bien, vous êtes l'arbre qui cache la NUPES. Ayez au moins le courage de cette position. Alors, Raphaël Glucksmann. Écoutez-moi, ça fait 5 ans que je fais de la politique et je n'ai jamais été pris à défaut sur mes convictions et sur mes principes.
si je ne vote pas ce texte, contrairement à votre tirade que vous avez appris par cœur pour enrayer votre chute, si je ne vote pas ce texte, c'est parce que je l'ai lu dans le détail, en me posant deux questions, deux simples questions. J'espère que vous l'avez lu et que vous vous êtes posé les mêmes questions. D'abord, est-ce que cela répond à l'indignité ? Et non, cela ne répond pas à l'indignité. Il n'y a rien sur le fait de sauver les gens en mer. Il n'y a rien qui permette de sauver l'Europe de cette indignité. Et deuxièmement, la deuxième question, c'est très important parce qu'il y a eu une tirade apprise par cœur. Moi, maintenant, j'aimerais vous répondre sur le fond. Et deuxièmement, est-ce que ça mettra fin au désordre ? Est-ce que ça nous sort du système dit de Dublin que nous connaissons tous ici et qui crée le chaos en Europe ? Le retour et la réponse au pays est non. Et donc, quand il y a une double réponse non aux questions que je me pose, parce que moi, je n'ai jamais voté contre ma conscience. Vous allez prendre beaucoup trop d'avance. Eh bien, nous avons des débats et il y a d'autres délégations qui votent contre. C'est inaudible. Nous avons des points de vue différents. Ça arrive. Je n'ai traité personne de méchant réactionnaire. Ça, c'est dans les éléments de langage. Mais je n'ai traité personne ici de méchant réactionnaire. Nous avons des divergences d'appréciation sur un texte. Vous êtes très en avance, Raphaël Glucksmann. Vous ne pourrez pas parler du reste de l'international, ça va vous déranger. Monsieur Bellamy. Alors, votre parti et le PPE insistent sur la rétention, par exemple, des migrants par les pays tiers. Et ça n'est pas toujours respectueux, finalement, des droits de l'homme dans ces pays. Quelle politique européenne en matière de migration vous voulez vraiment ? Le défi pour l'Europe aujourd'hui, c'est de retrouver la maîtrise de ses frontières extérieures. Et quoi qu'en dise la gauche, qu'on vient d'entendre à nouveau répéter ces vieilles lubies, en réalité, ce qui cause des morts en mer Méditerranée, ce qui fait qu'aujourd'hui des gens meurent sur la route de l'Europe, ça n'est pas que l'Europe a des frontières, mais c'est qu'elle n'en a pas. C'est parce que nous ne savons pas maîtriser nos frontières que des gens vivent avec cette idée. Le monde entier vit avec l'idée que celui qui arrive à mettre le pied illégalement sur le sol européen a toutes les chances d'y rester durablement. Et c'est cette idée-là qui crée des drames partout, à l'extérieur de nos frontières, mais aussi dans nos pays. Parce qu'aller demander aux citoyens de nos pays s'ils vivent bien la situation d'impuissance migratoire dans laquelle se trouve l'Europe. Je suis heureux que les gens qui nous écoutent aient eu un petit aperçu des débats que nous aurons vécus au cours du dernier mandat, et notamment concernant l'agence Frontex. Nous avons défendu le fait que l'agence Frontex devait avoir un mandat clair, celui d'une agence de garde-côtes et de garde-frontières. Et vous voyez ici que la gauche, et les macronistes ont fait partie de cette coalition, refuse qu'un garde-frontière défende les frontières et même condamne un garde-frontière quand il défend les frontières. Et M. Bardella n'est pas là pour vous défendre. M. Leggeri, c'était aussi le cas pendant ce mandat. C'est nous qui avons assumé de défendre le mandat de l'agence Frontex au moment où le Rassemblement national voulait la disparition de cette agence quand vous en étiez le directeur exécutif. Nous disons simplement qu'effectivement, l'Europe doit faire en sorte que demain, quelqu'un qui cherche à rentrer illégalement sur le sol européen soit retenu à l'extérieur de l'Europe pour que la procédure d'asile soit instruite à l'extérieur des frontières. C'est la condition pour sortir du désordre que vous évoquiez, Raphaël Glucksmann. Mais c'est dommage que quand nous avons proposé de renforcer nos frontières, quand nous avons proposé, par exemple, avec le PPE, avec la droite européenne, que le budget européen puisse financer des infrastructures physiques de protection des frontières extérieures de l'Europe, Valérie Hayé s'y est opposée avec virulence, les socialistes, les Verts, toute la gauche a critiqué cette proposition qui est pourtant nécessaire. Et donc c'est un rendez-vous de vérité pour l'Europe. Monsieur Bellamy, vous allez déborder. De sérieux. Marion Maréchal, c'est votre tour dans ce débat. Qu'est-ce qui vous différencie en fait du Rassemblement national et des Républicains sur cette question migratoire ? Déjà, dans quel contexte avons-nous ce débat ? C'est-à-dire que là, à l'heure où je vous parle, l'État islamique a menacé de s'en prendre à la Coupe d'Europe de football. Il y a quelques jours de cela, les services de renseignement intérieur français ont annoncé qu'il pourrait y avoir une menace d'infiltration de djihadistes parmi les clandestins qui aujourd'hui entrent en Europe. Donc il n'est pas utile de rappeler la menace sécuritaire que fait peser aujourd'hui une immigration clandestine incontrôlée, au-delà évidemment de la menace culturelle, identitaire et économique qui pèse aujourd'hui sur notre continent. Donc moi je considère que le rôle de l'Union européenne aujourd'hui, c'est de protéger les Européens. Et si on veut à la fois d'ailleurs sauver des vies en Méditerranée et protéger les Européens, la réponse, c'est une politique de dissuasion et de fermeté. La réponse, c'est le modèle australien du No Way, qui dissuade dans les pays d'origine les personnes de venir, qui disent que si jamais il y a une entrée clandestine, il n'y aura jamais de régularisation, qui font des centres de rétention à l'extérieur de leurs frontières, en l'occurrence en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui doit être un modèle. Mais au-delà Donc vous voulez qu'on fasse finalement des grands accords avec les pays extérieurs ? Il faut par ailleurs des accords avec les pays de départ, ce qui est en train d'ailleurs de réussir à faire Madame Giorgia Meloni, malgré l'opposition des macronistes et malgré l'opposition de la gauche et avec des résultats certains. Mais il faut aussi réformer Schengen. Il faut que la libre circulation dorénavant soit réservée aux Européens et non aux personnes extra-européennes. Il faut également un blocus
naval européen sur le modèle de l'opération Sophia qui a été abandonnée. Il faut aussi une réforme du droit d'asile. Je regrette que personne n'en parle parce qu'aujourd'hui nous avons un droit d'asile beaucoup trop large et beaucoup trop laxiste. Et donc, Ce sont des conventions internationales. Et si nous mettons, oui, mais ça relève en l'occurrence aussi du droit européen. Et donc il ne faut pas avoir davantage de transfert de souveraineté vers l'Union européenne, mais il faut que là où l'Union européenne agisse, elle agisse avec la logique permanente de la protection de nos frontières, ce qui n'a pas été le cas évidemment dans les dernières décennies. Léon Desfontaines, au Parti communiste, qu'est-ce que vous attendez de l'Europe sur la question migratoire? Est-ce que vous êtes d'accord d'ailleurs avec ce qui vient d'être dit par Marion Maréchal? On le voit depuis le début du plateau. Aujourd'hui, on essaye de nous faire croire que le débat se résumerait autour de deux positions. D'un côté, l'extrême droite qui propose zéro immigration, qui prend d'ailleurs pour exemple Giorgia Meloni, comme vient de le faire Madame Maréchal. Giorgia Meloni qui a été élue en disant qu'elle installerait un grand blocus maritime en Méditerranée, qui est aujourd'hui un appel à l'Union européenne et qui propose de régulariser massivement des travailleurs sans papier. Parce que de toute façon, l'immigration, il y en aura, c'est un phénomène social. La question, c'est comment on gère. De l'autre, on entend des gens qui nous disent qu'il faut supprimer les frontières. Mais sauf preuve du contraire, un État sans frontières, ça n'existe pas. Les frontières, elles sont là, certes pour les personnes, mais la droite a tendance à l'oublier, aussi pour les capitaux et pour les marchandises. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit accueillir avec humanité et fraternité, et que la question fondamentale sur l'immigration, c'est la question de l'intégration. Permettre à l'ensemble des personnes qui fuient la guerre, qui fuient la misère, qui viennent sur le territoire national, de pouvoir devenir de véritables Français. Et donc il faut mettre en place des politiques d'intégration. Je crois profondément à l'intégration par le travail. Et notamment, c'est pour cela qu'on avait défendu la régularisation de l'ensemble des travailleurs sans papier, pour que l'ensemble des travailleurs sur le continent, sur le territoire national, puissent bénéficier des mêmes droits que l'ensemble des autres travailleurs. Je crois aussi à la nécessité d'investir massivement dans des services publics permettant justement d'apprendre notamment le français, de permettre d'offrir une formation pour permettre justement de créer des citoyens quasiment à part entière. Et le sujet qui est complètement éludé et éclipsé dans ce débat, c'est les raisons pour lesquelles des personnes sont obligées d'émigrer de leur territoire. Tout d'abord, premièrement, parce qu'il y a la guerre. Et en l'occurrence, la France a une partie de responsabilité lorsqu'elle vend ses armes à des pays qui multiplient les guerres et les conflits partout, notamment au Proche-Orient. Deuxième sujet, c'est sur la question de la misère. Pourquoi des gens fuient, par exemple, le Niger? Le Niger a un taux d'électrification d'à peine 14%. Comment voulez-vous permettre d'offrir un avenir à des gens qui n'ont pas accès à l'électricité, qui n'ont pas accès à l'eau courante, qui n'ont pas accès à une université, à une qualité de soins digne de ce nom? Eh bien, il faut engager massivement des moyens pour permettre une aide réelle à la coopération pour ces États et notamment permettre à l'Afrique d'avoir un taux d'électrification au même niveau que l'Europe et engager du nouvel échange avec l'espace méditerranéen et avec l'Afrique subsaharienne. Marie Toussaint, on vous a entendu interpeller Fabrice Leggeri, mais sur la problématique de l'immigration et de l'Europe, qu'est-ce que tu as dans les Verts? Oui, mais on a bien entendu l'extrême droite pousser pour toujours moins d'immigration, ce fantasme d'une Europe de murs et de barbelés qui ne laisserait plus passer personne. Et je vais rebondir sur ce que vient de dire M. Desfontaines. Moi, je veux dire trois choses. La première, et je reprends les mots ici du poète Edmond Haraucourt, c'est que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Et pour tout le monde, partout à travers la planète, on ne quitte pas sa terre, son foyer, sa famille par plaisir. Et donc oui, il faut changer notre politique. Monsieur Desfontaines a parlé du Niger, on pourrait parler du Sénégal, où depuis des années, la pêche industrielle européenne ou chinoise d'ailleurs, pille la pêche artisanale et prive les pêcheurs de sources de revenus. Donc il nous faut changer cela. Il nous faut aussi travailler à l'intégration. Je suis d'accord. Et pourquoi pas suivre au niveau européen les processus d'intégration? On a réussi à le faire avec les Ukrainiens et les Ukrainiens. Pourquoi ne réussirons-nous pas avec le reste des demandeurs d'asile? Et puis la troisième chose, c'est la question de la dignité. C'est la question de la dignité. Nous avons besoin d'un pacte migratoire qui soit juste et qui soit digne. Ça va en concordance avec les valeurs de l'Union européenne, les raisons pour lesquelles nous avons fondé ce projet. Ça veut dire des fois sur illégal, ça veut dire sauver les personnes en mer. Mais là, j'aimerais me tourner vers vous, Madame Hélier. Je n'arrive pas à croire que, obnubilé par votre course à l'extrême droite, dans la chasse de l'étranger, dans le rejet de l'autre, vous en veniez à bafouer plusieurs conventions internationales sur les droits de l'enfant. Parce que ce pacte migratoire, il va permettre de détenir les enfants, de les mettre dans des centres de rétention. Tout le monde a dit qu'il ne fallait pas le faire. Le Haut Commissariat pour les réfugiés, c'est vrai. La Convention internationale pour les droits de l'enfant. Attendez, je n'ai pas fini. L'UNICEF, parce que vous êtes déjà en débord, et vous allez ficher les enfants à partir de 6 ans. Vous allez prendre leurs empreintes digitales et les placer aux côtés des personnes pourchassées pour terrorisme. Réponse rapide vous parliez de naïveté, Valérie. Vous parliez de naïveté, Madame Hélier, mais moi je ne vois pas en quoi un enfant de 6 ans, un enfant de 7 ans, un enfant de 8 ans constituent des menaces pour l'Union européenne. Et je crois qu'au contraire, on bafoue nos valeurs à mener
cette politique. Moi, je crois Valérie Ayé. fondamentalement qu'avec vos positions de l'inaction et de la naïveté, le statut... La protection des enfants, c'est de la naïveté. Non, c'est le statu quo aujourd'hui c'est de la naïveté. qui génère des drames en Méditerranée, Allez. qui gère des drames pour les enfants aux frontières de l'Union européenne. Il faut les accueillir, leur permettre, et d'ailleurs les ONG, ça a été négocié par nos partenaires, nos ONG, nos partenaires dans la négociation, on négocie que les ONG puissent avoir un rôle majeur pour accompagner les enfants et les familles. Je le redis, le statu quo, c'est des drames supplémentaires pour les enfants et pour les familles, notamment en Méditerranée. La solution, c'est un meilleur accueil, un meilleur accompagnement. C'est un sujet très passionnant, les migrations. On vous a entendu sur ce sujet. Nous allons avancer pour parler de l'Ukraine avec un gros chapitre intitulé « Faut-il soutenir l'Ukraine à tout prix ?» Oui, rappelons ce chiffre. Depuis 2022, l'aide de l'Union européenne à l'Ukraine atteint 85 milliards d'euros. L'Europe est le plus gros contributeur global. Alors, est-ce qu'il faut poursuivre l'effort de guerre en faveur de l'Ukraine et favoriser l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne? Valérie Ayé, vous concernant, on connaît un peu la réponse sur l'effort de guerre. Le président de la République a dit qu'il n'y a pas de limite, même pas celle de l'envoi de troupes au sol. Expliquez-nous pourquoi. Depuis le premier jour, nous sommes aux côtés des Ukrainiens dans cette guerre qu'ils subissent, qui a été menée par Vladimir Poutine. Et les Ukrainiens, ils se défendent pour leur sécurité, ils se battent pour leur sécurité, pour recouvrir leur intégrité territoriale, mais pas seulement. Ils se battent pour nos valeurs de démocratie, de liberté. Et au fond, leur sécurité, c'est aussi notre sécurité. Donc oui, il faut qu'on puisse aider les Ukrainiens, continuer, accélérer sur la livraison d'armes, sur la livraison de munitions. On est potentiellement dans un tournant. J'ai eu l'occasion d'aller en Ukraine avec des collègues députés européens il y a quelques jours. Le président Zelensky nous a redit l'urgence d'accélérer sur la livraison des armes. Et oui, ne nous fixons pas, nous, de ligne rouge. Vladimir Poutine ne connaît que le rapport de force. Si nous voulons être crédibles, pas de ligne rouge pour nous, soutien plein et entier aux Ukrainiens. Et puis, en européen, accélérons sur l'Europe de la défense. C'était l'une de nos priorités en 2019. On a avancé. Malheureusement, la guerre en Ukraine a créé les conditions pour qu'on puisse accélérer. Il faut renforcer nos capacités de production militaire, industrielle en Europe, avoir un marché qui soit davantage consolidé. Et puis, évidemment, acheter européen, ce fameux Buy European Act, aussi sur les enjeux militaires. Alors, sur le budget de la défense, je vous donne quand même un chiffre qui est assez révélateur. En pourcentage du PIB, donc de la richesse nationale, l'Union européenne est à 1,8%. Pour ce qui est de la Pologne, c'est le plus dépensier en matière de défense, 3,9%. L'Irlande le moins avec 0,3%. La France se situe à hauteur de 1,9%. Devant l'Allemagne, 1,6%. Manon Aubry, effectivement, est-ce qu'il faut augmenter nos dépenses de défense et que faut-il faire vis-à-vis de l'Ukraine ? Permettez-moi de revenir d'abord sur les propos de Mme Ayé qui confirme l'intention du président de la République, à un moment ou à un autre, d'envoyer des troupes en Ukraine. Et je pense que ces propos sont inefficaces et irresponsables. Inefficaces parce qu'ils ont été désavoués par la plupart de nos alliés européens. À commencer par les Allemands, les Espagnols, etc. Et même le ministère des Affaires étrangères américain a dit qu'il fallait, en toute hypothèse, exclure cela. Et puis, c'est irresponsable parce que ça fait courir le risque d'une guerre généralisée entre deux puissances nucléaires. Mais je pense que, bien sûr, que nous pouvons aider l'Ukraine. Et ce que je propose, c'est un plan de paix pour l'Ukraine en 3 points. Le premier, c'est un soutien financier et logistique pour, évidemment, que Vladimir Poutine ne gagne pas la guerre. Deuxièmement, il faudra activer et réactiver des canaux diplomatiques. Par exemple, pour sécuriser les centrales nucléaires, le conflit se déroule au milieu de 15 centrales nucléaires qui fait porter là aussi un risque sur tout le continent. Et troisième point, acter des garanties de sécurité mutuelle pour une paix durable et aider à la reconstruction de l'Ukraine. Ici, au Parlement européen, j'ai proposé à plusieurs reprises, et d'ailleurs j'ai été la seule, l'annulation de la dette ukrainienne. Parce que la réalité, c'est que si oui, nous aidons financièrement l'Ukraine, nous les aidons aussi avec des prêts et des taux d'intérêt extrêmement élevés. Et je ne suis pas d'accord pour livrer l'Ukraine au marché financier. De la même mesure, je pense que nous pouvons aider l'Ukraine, aider y compris les agriculteurs ukrainiens, sans pour autant mettre en difficulté notre agriculture française et notre industrie européenne. Et ce n'est pas en affaiblissant notre agriculture et notre industrie que l'on va aider l'Ukraine. On peut le faire sans qu'il soit dans l'Union européenne. Et je continuerai de m'opposer à tout élargissement
de l'Union européenne sans harmonisation sociale, fiscale, environnementale préalable. Parce que la réalité, c'est que le salaire minimum en Ukraine est à l'heure actuelle de moins de 200 € et que la dernière fois que nous avons élargi l'Union européenne, je termine là-dessus, la moitié des usines qui ont fermé en France ont été délocalisées au sein même de l'Union européenne. Je pense que nous ne devons pas reproduire cette erreur et que nous pouvons continuer à aider l'Ukraine sans élargir à l'Union européenne. Marion Maréchal, sur cette thématique, est-ce qu'il faut aider l'Ukraine à tout prix, lui envoyer plus d'armes, dépenser plus d'argent? Quel budget est-ce qu'il faut que l'Ukraine entre dans l'Union européenne? En tout cas, ce qui est indéniable, c'est que ce terrible conflit russo-ukrainien aura révélé les positions des uns et des autres sur le rôle que doit jouer l'Union européenne de manière générale sur le plan de la défense. Je sais que le groupe de M. Bellamy, par exemple, est pour la création d'un commissaire européen à la défense. Mme Ayé et Mme Toussaint sont pour la création d'une armée européenne. Ces mêmes partis, d'ailleurs, sont aussi pour la fin de l'unanimité, donc la fin du droit de veto potentiel de la France sur les décisions. Ça veut dire qu'avec ces partis, demain, potentiellement, il pourrait y avoir des soldats français envoyés sur des théâtres d'opérations extérieurs et peut-être mourir sans l'aval de la France et sans nécessairement défendre les intérêts français. C'est évidemment une différence tout à fait significative avec nous, puisque je refuse bien sûr l'armée européenne, je refuse la fin de l'unanimité. Et si bien sûr je souhaite qu'il puisse y avoir un soutien à l'Ukraine, je crois que ça peut être et ça doit être un soutien humanitaire, un soutien logistique, un soutien financier. Mais néanmoins, je considère qu'il serait irresponsable de faire rentrer demain potentiellement l'Ukraine dans l'OTAN, même les Américains y ont renoncé, et l'Ukraine dans l'Union européenne, comme je m'oppose d'ailleurs à tout nouvel élargissement, puisque ce serait le tombeau de l'agriculture française. Nous avons déjà de grandes difficultés face aux distorsions de concurrence dans le marché européen. Donc ça serait irresponsable. Donc une fois de plus, la solidarité, oui, mais la solidarité, ça n'est pas le suicide, en particulier face à la crise agricole que nous connaissons. D'ailleurs, on va faire un petit test à main levée, si vous le voulez bien. Qui est pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne à main levée pour qu'on distingue bien justement les points de vue? Je vois Marie Toussien, Monsieur Glucksmann et Madame Ayé. Pas à n'importe quelle condition, évidemment. Ben voilà. Valérie donc tous les autres sont contre. Est-ce que François-Xavier Bellamy, c'est votre tour de parler justement, François-Xavier Bellamy. Merveilleux. Je crois que la vie politique, c'est pas toujours binaire et ça se joue pas toujours à main levée. Nous, ce que nous proposons, c'est que, d'abord, il faut le redire, notre devoir, c'est de soutenir le peuple ukrainien dans son combat contre l'agression menée par Vladimir Poutine. Ce que nous proposons, c'est d'inventer avec les Ukrainiens une manière d'être européen qui ne passe pas par le fait d'être un État membre de l'Union européenne. Parce que promettre un élargissement, c'est faire une fausse promesse aux Ukrainiens. La réalité d'un élargissement de l'Europe à l'Ukraine, ce serait évidemment une déstabilisation profonde de la politique agricole, de la politique industrielle, de la politique sociale dans nos pays, mais aussi d'une manière générale de toutes les politiques structurelles de l'Union européenne, et personne n'a rien à y gagner. Le renforcement de l'Europe ne suppose pas qu'on fasse ce contresens. En revanche, il faut arrimer l'Ukraine à l'Europe parce qu'aujourd'hui, elle se bat exactement pour cela et c'est notre intérêt et c'est aussi ce qui se joue pour nous. Et donc notre proposition est très claire. Exactement de la même manière, renforcer l'Ukraine aujourd'hui, ça n'est pas lancer de fausses promesses et de vaines spéculations sur l'idée d'un envoi de troupes au sol, sur le terrain. Ça n'a aucun sens. Et effectivement, même l'OTAN a démenti que ça puisse avoir la moindre réalité. Les Ukrainiens aujourd'hui sont en train de se battre et ils sont en train de mourir. Et ils ont besoin qu'on leur envoie des munitions, des équipements, des matériels. Avec le général Gomard, qui est le numéro 3 de Notis, qui est ancien patron du renseignement militaire français, nous étions il y a quelques jours seulement dans une usine qui fabrique du matériel militaire qu'ils envoient à l'Ukraine et qui tourne aujourd'hui en sous-régime, non pas parce qu'ils ne veulent pas travailler plus, mais parce que l'État ne leur donne pas les moyens de s'engager de manière plus déterminée dans ce travail décisif. Alors, pour le reste, pour renforcer l'Europe, je termine juste par là parce que c'est très important, pour renforcer l'Europe demain, il faut, oui, que l'Europe se renforce, mais certainement pas par la vaine chimère d'une armée européenne. Et bien sûr, nous ne défendons pas cette idée absurde. Ce que nous disons simplement, c'est qu'il faut effectivement que l'Europe renforce son industrie de défense. Et moi, je regrette que vous dites aujourd'hui vouloir défendre cette idée, mais qu'au début de ce mandat, j'ai été rapporteur sur le Fonds européen de défense. La décision du gouvernement français a fait porter ce fonds de 13 à 8 milliards d'euros. Nous proposons d'investir plus dans notre industrie de défense. Et c'est ce que demandent les entreprises nationales en achetant vraiment Fabrice européen. Leggeri, on vous a peu entendu, vous êtes en retard. Qu'est-ce que vous pensez de cette question du soutien à l'Ukraine? On a souvent dit que le Rassemblement national était proche de Vladimir Poutine. Est-ce que vous avez changé d'avis? C'est faux, nous ne sommes pas proches de Vladimir Poutine. Nous avons, dès le début, en février 2022, soutenu toutes les décisions pour la défense de l'Ukraine contre l'agression militaire de Vladimir Poutine. Nous avons voté tout ce qui va dans le sens de la sanction à l'industrie militaire russe. Et nous avons naturellement accueilli et soutenons
l'accueil de réfugiés ukrainiens en France et en Europe. Vous avez fini de Il y a renforcer le prêt également, en Russie ou il y a pas également une question qui est importante, Peut-être Monsieur qui est la Desfontaines. justice. Monsieur Desfontaines, après. Il y a une question qui est importante, c'est aussi la justice pénale. Nous soutenons toutes les mesures qui tendent à collecter les preuves de crimes de guerre qui se produisent en Ukraine. Maintenant, il y a des limites, évidemment, et nous sommes préoccupés par des discours qui tendent à une escalade militaire. Nous sommes préoccupés de ne pas voir la diplomatie reprendre ses droits pour mettre un terme au combat et favoriser un retour à la paix. Il y a également des débats qui sont totalement irresponsables. Il est irresponsable de vouloir parler de l'adhésion d'un pays en guerre à l'OTAN. Il est irresponsable de vouloir négocier l'adhésion d'un pays en guerre à l'Union européenne. Donc nous sommes contre l'adhésion de l'Ukraine à Les l'OTAN. négociations ont commencé, Et nous sommes ont été ouvertes Nous et ont sommes commencé. contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne parce que, au-delà des questions géopolitiques, il y a aussi des questions économiques. C'est une concurrence totalement déloyale vis-à-vis de l'agriculture européenne et donc française. Il y a également des problèmes de corruption en Ukraine qui ont été pointés du doigt par la Cour européenne, Cour des comptes européenne. Et donc, il n'y a pas de à n'importe quel prix un soutien en déversant des milliards d'euros. Alors, Léon Vous savez ce qui est irresponsable? Raphaël Glucksmann. Ce qui est irresponsable, c'est de voter contre la condamnation au Parlement européen du groupe Wagner, des milices Wagner de Poutine, quand les milices Wagner de Poutine ciblent nos soldats français en Afrique, comme vos députés l'ont fait. Ce qui est irresponsable, c'est de voter contre toutes les avancées de l'Europe de la défense, contre tout ce qui permet de relancer et de protéger les industries de la défense, comme vos députés du Rassemblement national et vos amis de l'extrême droite le font. En fait, dans cette enceinte, pendant 5 ans, vous avez été l'esprit de la compromission, l'esprit de la défaite. Et il y a une chose que j'aimerais que tout le monde comprenne, c'est que notre soutien à l'Ukraine, les envois d'armes à la résistance ukrainienne, ce n'est pas simplement un acte de solidarité vis-à-vis de l'Ukraine, c'est un acte d'autodéfense de nos démocraties qui sont attaquées. Moi, j'ai présidé pendant tout le mandat la commission spéciale sur les ingérences étrangères en Europe qui vise à défendre notre souveraineté, notre sécurité. J'ai méthodiquement analysé la guerre hybride que mène le régime de Poutine contre nos pays. Et quand les hackers russes attaquent l'hôpital de Corbeil-Essonnes et empêchent les médecins français d'accéder aux dossiers médicaux des patients français, c'est pas en Ukraine, c'est en France. Quand ils attaquent l'Agence européenne du médicament, ce n'est pas en Ukraine, c'est en Europe. Donc nous sommes dans une situation de conflit. Et la seule manière de s'en sortir, c'est de faire en sorte que l'Ukraine remporte cette guerre. Sinon, nous aurons la guerre sur le continent européen. Et vous et vos alliés européens, eh bien vous actez et vous votez contre l'intérêt de nos nations et de notre continent européen. C'est Monsieur Desfontaines qui est très en retard, mais... Voilà, Monsieur Desfontaines, vous vouliez répondre à Fabrice Edjeri tout à l'heure et vous avez mentionné les prêts russes. J'entends qu'il n'y aurait aucun lien entre le Rassemblement national et la Russie, sauf preuve du contraire. Il y a encore peu, ils étaient quand même dépendants, notamment financièrement, étant donné que leurs prêts étaient octroyés auprès des banques russes, y compris depuis le début du conflit en Ukraine et en Russie. Et donc, forcément, il y a comme un conflit d'intérêts, comme on peut le qualifier, de la position du Rassemblement national sur cette position-là. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cela que Jordan Bardella, malheureusement, n'a pas retrouvé les bancs du Parlement européen à Bruxelles. Ce qu'on dit sur l'Ukraine, c'est que bien évidemment, il faut aider les Ukrainiens à tenir le front. Il faut à tout prix empêcher la Russie de Vladimir Poutine de continuer d'avancer sur les terres ukrainiennes. Donc bien évidemment, il faut leur envoyer des aides, mais aussi des aides militaires. On accepte complètement le fait qu'il faut envoyer des armes pour aider les Ukrainiens à se défendre. Parce que c'est une condition sine qua non, parallèlement, pour porter justement la nécessité de se remettre autour de la table des négociations pour qu'enfin cesse le feu. Nous avons 500 000 victimes avec ce conflit. Jusqu'où faudra-t-il aller pour qu'enfin on dise qu'il faut trouver une issue diplomatique à ce conflit? Bien évidemment, avec le retrait des troupes russes, le cessez-le-feu, le retrait des troupes russes des territoires occupés, et pour contraindre Vladimir Poutine à revenir autour de la table et à accepter le retrait des troupes russes des territoires occupés, il faut poser en effet le statut de neutralité de cette région, c'est-à-dire le fait que l'armée de l'OTAN, que l'OTAN en tout cas ne sera pas aux frontières de la Russie et que les armes nucléaires de l'OTAN ne seront pas pointées vers Moscou. Juste une question quand même, parce qu'il y a un sujet fondamental, celle de l'élargissement de l'Union européenne. Ce n'est pas un petit sujet, ce n'est pas un sujet anecdotique. On est encore en train de ramasser les pots cassés des derniers élargissements. Je vous ai cité dans mon introduction
Whirlpool et Goodyear chez moi à Amiens. Ces 2 usines ont été délocalisées à l'est de l'Europe parce que la manœuvre était moins chère. Si demain on élargit l'Union européenne à l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, si cher à M. Glucksmann, alors malheureusement, on aura une fuite en avant de notre industrie et une ruine de nos agriculteurs. Cette situation Très n'est pas réponse possible. de Marie Toussien qui est en retard. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse sur l'élargissement effectivement de Non, notre parce Europe? que je considère que l'Europe est un projet politique de terre des droits et libertés, de démocratie, et que les peuples et les pays qui souhaitent y appartenir, qui souhaitent y participer, doivent pouvoir le faire avec pour orientation la justice et la transformation de notre modèle économique. Mais je veux souligner un autre point. Moi, j'entends les pro-Poutine qui se cachent, l'extrême droite évidemment en premier lieu. J'entends aussi ceux qui disent la main sur le cœur qu'il faut envoyer des troupes et qu'il faut être prêt à tout pour soutenir l'Ukraine parce que c'est absolument indispensable. Et puis, je vois l'hypocrisie. Et vous savez, la réalité, c'est que nous continuons chaque jour, chaque semaine, chaque mois à envoyer de l'argent à Vladimir Poutine. 163 milliards sur l'année et demie qui vient de s'écouler seulement pour le gaz. Ça veut dire 2 fois plus d'argent qui va à la Russie de Vladimir Poutine qu'au peuple ukrainien pour le soutenir dans son effort de guerre. Ce sont des entreprises françaises qui agissent encore en Russie. L'Oréal, Leroy Merlin, première entreprise étrangère en Russie, évidemment Total qui y agit. Nous continuons à envoyer de l'argent chaque jour à Vladimir Poutine et cela, il faut que ça cesse. Et vous savez, nous les écologistes, nous avons été les seuls depuis 20 ans à être constants sur ce sujet. Nous n'avons pas fait la poche à Vladimir Poutine comme le socialiste Schröder, comme le conservateur François Fillon ou comme Emmanuel Macron qui accueille Vladimir Poutine à Versailles. Nous avons été constants tout le long en disant qu'il fallait mettre il est temps de Marion Maréchal, Marie Vladimir Toussaint, Poutine. est-ce que vous pouvez simplement préciser de quoi vous parlez? Parce que les allusions qui sont en réalité diffamatoires, ça passe un Mais instant. ce ne sont pas des mais la vérité, allusions. c'est que qui a fait... François Fillon n'a pas des affaires en Russie? Non. Et Non, qui, il n'a pas d'affaires en mais Russie. non. Et d'abord, je ne suis pas là pour représenter François Fillon, mais ça n'est pas le cas. Et qui a fait la dépendance de l'Europe au gaz russe? Qui a organisé cette Vous dépendance? allez accuser les C'est le écologistes. lobbying antinucléaire que vous avez porté pendant des années, alors que nous avons défendu avec la droite française pendant des Marion années Maréchal, vous la êtes en filière retard. nucléaire qui a fait notre indépendance. Monsieur Bellamy, Madame Toussaint, s'il vous plaît. Regardez en face. Le gaz Regardez est en une face. énergie fossile. Le lieu de la Monsieur Bellamy. Nous compromission, n'avons eu de Madame cesse Toussaint, le vrai lieu de la lutter compromission, contre le il gaz, est dans que les ce soit le gaz ONG de schiste, que environnementales qui ont Alors, lutté contre Maréchal, les vous- défis Madame pendant des années. Toussaint, On a Monsieur dénoncé Bellamy, pour on beaucoup de va passer la préférences. parole à Marion Maréchal qui est en retard pouvez- dans ce débat. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Et ça, pour le coup, S'il vous plaît, s'il vous plaît, Sur s'il vous plaît. l'élargissement. Marion Maréchal sur l'élargissement. Sur l'élargissement, j'ai répondu tout à l'heure. Je considère aujourd'hui qu'il serait irresponsable d'élargir davantage l'Union européenne alors que nous avons déjà de graves dysfonctionnements dans l'Union européenne actuelle pour toutes les raisons de distorsion de concurrence. Maintenant, c'est vrai que moi, quand je vois vos débats, je m'amuse toujours de voir que les plus bellicistes sont bien souvent les mêmes qui ont désarmé la France pendant des décennies par des choix budgétaires irresponsables, par une baisse des effectifs, par une baisse de la production d'armement. Emmanuel Macron se réveille soudainement, mais pendant ces 7 ans passés au pouvoir, il n'a absolument pas augmenter les commandes d'État en donnant de la visibilité aux industriels pour permettre justement de reproduire, d'augmenter la production en France. Il n'a pas fait le choix non plus de relocaliser la production de munitions sur le sol français alors qu'il aurait pu le faire depuis 7 ans malgré un certain nombre d'appels du pied de notre armée. Nous sommes le seul membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas produire de munitions aujourd'hui sur notre sol. Donc comme d'habitude avec ce gouvernement, il faut attendre qu'il y ait un drame, une crise ou une polémique médiatique pour que d'un coup ils se réveillent. Ils nous font perdre beaucoup de temps. Donc moi je vous le dis aujourd'hui, mon principal sujet c'est de défendre les intérêts français et je ne crois pas que ce soit en dépeçant aujourd'hui l'armée française qui est déjà sous-dotée. Je rappelle qu'elle a 3 jours de munitions devant elle en cas de guerre de haute intensité. Elle serait capable de tenir le front sur 100 km seulement, qu'on trouvera la réponse finalement à la protection des intérêts français et des frontières françaises. On doit conclure ce grand chapitre international en posant des questions sur la diplomatie en tant que telle, la diplomatie européenne. Quelle diplomatie pour l'Europe? L'Europe qui a beaucoup de mal à parler d'une seule voix. On va faire des tours de table beaucoup plus rapides pour que vous ne preniez pas trop de retard sur une partie effectivement plus dédiée à la société. On commence par vous. Est-ce que finalement, notamment sur la scène internationale, Manon Aubry, vous considérez que l'Union européenne a réussi à parler d'une seule voix et avoir une diplomatie effectivement visible et identifiable? La réalité, c'est que la voie diplomatique de l'Union européenne a totalement échoué dans la guerre qui fait rage menée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou dans la bande de Gaza. Et que
près de 4-5 mois après le début de ce conflit. Il est mort à Gaza plus de 33 000 personnes. Il est mort à Gaza autant d'enfants en 4 mois qu'en l'espace de 4 ans dans l'ensemble des conflits internationaux. Et quelle est la voix ici de l'Union européenne? Quasiment rien. Je me suis battue ici pour que notre Parlement enfin appelle à un cessez-le-feu. Il a fallu le déposer de nombreuses fois avant qu'il soit adopté, mais ça s'arrête là. Et il y a une hypocrisie totale. Moi, ce que je demande à l'Union européenne, si elle veut être crédible sur la scène diplomatique, c'est de ne pas dire, mais agir. Agir, par exemple, pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Agir pour reconnaître l'État de Palestine, comme le propose l'Espagne. Agir pour un embargo sur les armes, sur l'envoi d'armes, comme le proposent des pays comme l'Espagne ou comme l'ont fait le Canada. Parce que la réalité, Madame Hayet, comment le président de la République peut faire une tribune pour appeler à un cessez-le-feu et dans le même temps que la France envoie 100 000 armes, 100 000 pièces de fusil qui servent le gouvernement de Benjamin Netanyahou pour massacrer le peuple gazaoui. Comment se fait-il que la France ne vote pas l'embargo d'armes quand il est proposé au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies? Vous êtes interpellée, Madame Hayet, répondez très rapidement parce que pour ne pas dépasser trop. D'abord, pour répondre à votre question, oui, la voix de l'Union européenne est trop faible aujourd'hui dans le monde. C'est une évidence, la voix diplomatique. On a réussi, vis-à-vis du soutien à l'Ukraine et des sanctions vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine, à avoir une voix unie. Et ça a été, c'est à souligner, je pense. Par ailleurs, sur le reste, et notamment sur la situation à Gaza et en Palestine, il y a eu de la cacophonie au début, il faut le dire. Il faut, moi je le regrette, et il faut qu'on puisse parler d'une seule voix diplomatique qui soit forte. Soutien la question maintenant, c'est quelle doit être notre position dans le cadre de cette guerre entre le Hamas et Israël? On le dit depuis le début, à savoir, évidemment, après les attaques atroces du 7 octobre, Israël a le droit de se défendre. Mais Israël doit respecter le droit international humanitaire, et ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza est intolérable. Intolérable. Et pour cela, il faut avoir un discours de fermeté en européen, mais aussi dans les institutions internationales, pour pouvoir véritablement faire plier Benjamin Netanyahou. Et on voit par exemple que si on arrive à trouver une position commune avec les États-Unis notamment, le rapport de force et en tout cas les messages sont beaucoup plus forts. Et on vous a entendu, Fabrice Edjeri, quelle place pour la diplomatie européenne dans une crise comme celle de Gaza? La diplomatie ou la défense européenne sont une chimère dangereuse. C'est une chimère, on a vu que l'Europe n'a pas été capable. Vous dites pas, surtout pas de diplomatie européenne. La diplomatie et la défense sont les attributs de la souveraineté des États, et chaque nation a son expérience et également sa géographie. Ce que nous voyons, c'est l'impossibilité d'agir au niveau européen dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de la défense, l'Europe n'a même pas été capable de livrer les munitions qu'elle a promises à l'Ukraine pour sa défense. Et ce que je voudrais dénoncer, c'est le rapport Verhofstadt, dont on n'a pas encore parlé, mais qui prévoit d'effacer les nations, d'effacer la France. La France a une situation particulière. Elle est le seul État de l'Union européenne qui dispose de l'arme nucléaire. Elle est le seul État de l'Union européenne qui dispose d'un siège permanent au Conseil de sécurité. Est-ce que ça veut dire, et il faut le demander à tous les européistes, est-ce que ça veut dire que la France doit donner à la Commission européenne son siège permanent au Conseil de sécurité? Est-ce que ça veut dire que la France doit donner à la Commission européenne les clés et les codes de l'arme nucléaire française? Est-ce que ça veut dire que nous voulons une armée européenne qui, par exemple, enverrait des soldats français mourir pour des causes qui n'ont même pas été décidées avec l'aval de la France? Moi, j'ai vu comment la Commission européenne est immature d'un point de vue politique pour gérer simplement un tout petit corps civil de garde-frontières et assumer le fait qu'il porte un uniforme et une arme à feu. Alors ne risquons pas des chimères avec des histoires d'armées de défense. Et il est faux, en tout cas, de dire qu'il y a un vide stratégique en Europe. Nous avons, si nous sommes attaqués, si le continent européen, si les États de l'Union européenne sont attaqués seuls ou collectivement, nous avons l'article 42.7 d'assistance mutuelle entre États de l'Union européenne, et nous avons également l'Alliance Atlantique avec son article 5, selon les configurations. Donc en fait, ce qu'il nous faut, c'est peut-être commencer par vraiment une industrie de défense, et encore une fois, commençons par fournir ce que nous nous sommes engagés à fournir comme munitions à l'Ukraine. Monsieur Legeri, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes plutôt Marine Le Pen qui veut rester dans l'OTAN ou Jordan Bardella qui veut en sortir? Il n'y a absolument pas de divergence. Nous sommes membres de l'Alliance Atlantique. Ce qui a été dit par Marine Le Pen et par Jordan Bardella, c'est que alors qu'il y a une guerre en cours sur le continent européen, c'est-à-dire l'agression de Vladimir Poutine contre l'Ukraine, ce n'est pas le moment de commencer à vouloir modifier les règles de fonctionnement interne
de l'Alliance Atlantique et en particulier notre vision de long terme, c'est la vision du général de Gaulle qui est de ne pas nous soumettre au commandement intégré. Mais pour le moment, ce qui a été dit, c'est ne changeons rien parce qu'il y a une guerre pas très loin sur le continent. Vous êtes très en retard, Monsieur Desfontaines. Au Parti communiste, qu'est-ce que vous attendez finalement de cette Europe en matière de diplomatie, de visibilité et effectivement d'action sur la scène internationale? Tout d'abord, je voudrais revenir sur les propos de Mme Hayé qui disait que le président de la République faisait preuve de fermeté sur la situation en Palestine et en Israël. Quand on a un président de la République qui dit 4 fois à Benyamin Netanyahou « Attention, on se garde la réserve de reconnaître l'État palestinien sur les frontières de 1967 aux côtés de l'État israélien » et qu'il ne le fait pas, moi je vois ça plutôt comme de la lâcheté plutôt qu'une preuve de fermeté. Ce que j'attends moi aujourd'hui de la diplomatie, c'est que la France retrouve sa voix sur la scène internationale, la voix issue du général de Gaulle et de François Mitterrand, une voix authentique sur la scène internationale, qui se rend indépendant notamment de la politique nord-américaine, et que sur la question au Proche et Moyen-Orient, on puisse avoir la décence de dire que le droit international, uniquement le droit international, puisse être reconnu par la France, et notamment la reconnaissance de l'État palestinien sur les frontières de 67, encore une fois, aux côtés de l'État israélien. C'est ce que demande le droit international, c'est ce que demande l'écrasante majorité aujourd'hui des Palestiniennes et des Palestiniens, et qui attendent de nous, de l'Europe, mais surtout de la France, qu'elle puisse enfin agir en faveur de la libération et d'une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Deuxième sujet, les prisonniers politiques palestiniens. On a Marwan Barghouti, enfermé depuis plus de 20 ans dans les geôles israéliennes. La France se tait face à l'enfermement d'un leader palestinien pacifiste qui serait capable de rassembler très largement le peuple palestinien autour d'un enjeu d'une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Moi, j'attends de la France qu'elle retrouve la voie qu'elle a perdue malheureusement ces dernières années sur le Proche-Orient. Raphaël Glucksmann, qu'est-ce que vous pensez de ce débat sur la crise à Gaza? Est-ce qu'il faut condamner plus fermement Israël, cesser de lui fournir des armes? Est-ce qu'on peut aller, comme l'a dit M. Desfontaines, sur une reconnaissance de l'État palestinien? Oui, il faut condamner plus fermement le gouvernement de Netanyahou et il faut que l'Union européenne, qui jusqu'ici a raté, et il faut admettre quand l'Union européenne rate, et donc il faut que l'Union européenne suive l'exemple espagnol et que les incantations à la solution à 2 États se traduisent enfin dans un fait qui montre une voie, qui montre que les Palestiniens auront un État et que l'Union européenne est aux côtés d'une solution politique. Et la seule manière de faire ça, c'est d'avancer vers la reconnaissance de l'État palestinien. Parce qu'en fait, plus personne, tout le monde dit la solution à 2 États et plus personne n'y croit réellement aujourd'hui. On laisse la colonisation se poursuivre et s'aggraver en Cisjordanie, ce qui rend toute solution à 2 États encore plus lointaine. Et donc oui, il faut plus de pression et d'un autre côté, indiquer une voie. Et l'Union européenne n'est pas capable aujourd'hui de le faire. Et donc la France s'honorerait à suivre M. Sanchez et à suivre l'Espagne. Et par ailleurs, j'aimerais juste qu'on rappelle le cadre du débat aujourd'hui. C'est que le 5 novembre, on peut avoir Donald Trump président des États-Unis. Et donc, quand on refuse les avancées de la diplomatie commune européenne, quand on refuse les avancées de la défense européenne, on oublie une chose. Dans quelques mois, on pourra peut-être se retrouver seul et isolé. Et donc ces questions-là sont des questions existentielles en ce moment. Est-ce que justement c'est un problème de ne pas avoir une diplomatie qui parle d'une seule voix face à un Donald Trump peut-être? Je vais vous dire, pour moi, le sujet de la diplomatie, c'est le même que l'armée. En fait, puisque l'armée, précisément, c'est le bras armé de la diplomatie. Donc je refuse qu'il y ait un transfert de souveraineté de nos nations vers l'Union européenne en matière de diplomatie comme en matière de défense, pour une raison simple, c'est nous ne sommes pas les États-Unis d'Europe, nous sommes des nations séculaires, millénaires, et donc nous avons des traditions diplomatiques différentes, nous avons des intérêts diplomatiques différents, nous avons, pour des raisons également géographiques, historiques, pas toujours le même rapport ou la même influence internationale. Donc moi, je souhaite pouvoir conserver la singularité et la force de la voix française, là où évidemment il y a un enjeu d'indépendance sur le plan de la défense en général, eh bien c'est la question de la production, une fois de plus, de l'armement en Europe. C'est ça l'enjeu central, et là où j'attends moi l'Union européenne, c'est par exemple de nous libérer aujourd'hui de l'exercice du droit supranational américain qui, par le simple biais de l'existence de composants américains dans une partie de l'industrie de défense européenne, peut contrôler par exemple aujourd'hui les exportations d'armes vers l'extérieur. Donc c'est là où nous attendons l'Union européenne, plutôt que vers une diplomatie. Et d'ailleurs, je dénonce le fait que dans cette crise comme dans d'autres, Ursula von der Leyen ait outrepassé les traités en s'accaparant justement la voie diplomatique européenne, qui en réalité n'existe pas, sans véritablement avoir l'aval de l'intégralité des pays.
Alors, vous êtes tous plus ou moins autour de 6 minutes. Vous vouliez peut-être ajouter un petit mot, François-Xavier Bellamy, sur cette question de... Je n'ai pas eu l'occasion de dire un mot sur ce sujet. Je crois qu'on doit effectivement construire, on le disait à l'instant, une vraie industrie de défense européenne. Il n'y aura pas demain. Et il ne doit pas y avoir une armée européenne, mais il faut garantir notre indépendance pour pouvoir être capable de défendre l'Europe si les États-Unis devaient se désengager de la sécurité de notre continent. Ne pas dépendre des Américains, mais ne pas dépendre non plus de nos ennemis. Et là, j'ai une question assez simple à poser à Manon Aubry. Vous avez évoqué des chiffres de victimes à Gaza. Qui produit ces chiffres aujourd'hui? Et qui, Vous en avez d'autres, deuxième monsieur question Bellamy fondamentale, Vous en avez d'autres? pardon, mais qui Vous en avez d'autres? aujourd'hui a lancé les populations civiles de Gaza dans l'enfer de ce conflit? C'est le Hamas. Oui, Israël Monsieur a le Bellamy. devoir de se défendre en respectant le droit international. Mais aujourd'hui, Israël est agressé. Et vous avez, je crois, oublié le 7 octobre. Donc Ou faites comme si vous cautionnez le 7 octobre bombardement était des normal. populations civiles, monsieur Bellamy. Je termine juste, pardon, parce que je crois que malheureusement, on est ici au cœur d'un désaccord extrêmement grave. La vérité de cette affaire, c'est que ce conflit pourrait s'arrêter demain, et personne ne l'a dit, si le Hamas déposait les armes et libérait les otages israéliens qui sont toujours retenus. Israël, je le répète, doit se défendre dans le respect du droit international, mais il me semble qu'aujourd'hui, on est devant un désaccord majeur. Pour ne pas prendre trop Lorsqu'une de vos d'avance, colistières dit que le je vais Hamas juste est répondre en légitime, 15 je secondes. crois qu'il y a là quelque chose comme un enjeu de civilisation pour l'Europe, Monsieur en effet. Bellamy, Manon Aubry. les masques tombent et on voit que vous continuez Ça, c'est sûr, à les masques soutenir tombent. un gouvernement génocidaire qui est en train de massacrer un peuple. Et la réalité, Vous c'est savez que ce que veut dire ce ce mot. conflit, il dure Vous depuis savez ce que beaucoup veut dire trop ce longtemps. mot. Oui, Vous je savez sais ce que veut vous dire savez ce ce qu'il mot. porte Je de sais ce que veut dire sous-entendu. ce mot, monsieur Bellamy. Et les bombes qui tombent aujourd'hui sur les populations palestiniennes sont des bombes qui sont lancées par le Mais gouvernement qui de a Benjamin créé cet Netanyahou. enfer? Qu'allez-vous Précisément dire parce à toutes qu'Israël ces était en familles, train de se à rapprocher ces des pays enfants? arabes. Qu'allez-vous Le dire, Hamas, monsieur qui est une Bellamy, je milice vous ai laissé parler, je vous réponds. qu'approuve votre Monsieur colistière, Bellamy, a décidé de jeter Monsieur l'enfer Bellamy, sur cette population. Monsieur Bellamy, vous m'interpellez, vous me laissez répondre. Donc, au bout d'un moment, ce qu'il se passe à Gaza, oui, les populations sont en train d'être bombardées. Qu'allez-vous dire à ces enfants qui se retrouvent aujourd'hui amputés, plus de 10 entre eux chaque jour? Qu'allez-vous dire à ces enfants orphelins? Qu'allez-vous dire à ces familles qui ne sont pour rien et qui demandent qu'une chose, à vivre en Mais paix? bien sûr. Et vivre en paix, pour cela, il faut arrêter la politique de colonisation du gouvernement israélien et d'en revenir aux frontières de 1967 pour qu'enfin Israéliens, Palestiniens puissent vivre en paix. C'est la seule chose à laquelle Madame Aubry, vous condamnez Manon Aubry, François-Xavier Bellamy, vous vous condamnez êtes... l'ensemble des vous actions condamnez du le 7 Hamas octobre du 7 octobre, Et Madame votre parti Maréchal. qui défile avec les Vous islamistes savez, du Madame CCIF, Maréchal, ça vous n'essayez dérange pas de pas, faire ça, de par contre. polémique là où il n'y en Oh, a je veux pas pas. de polémique, vous Marie faites du Toussaint, vous êtes un peu en retard. C'est de bon, clientélisme voilà. électoral On a compris grossier. votre clientélisme. Vous êtes très en vulgaire, dans ce tous les chapitre. deux. Marie Toussaint, vous êtes un peu en retard. Est-ce que vous Très avez rapidement. quelque chose à rajouter rapidement? Très rapidement. On vient d'entendre deux choses assez frappantes. D'abord, l'extrême droite qui nous explique que l'Europe serait d'autant plus forte, que la France serait d'autant plus forte, que l'Europe serait militairement faible. Eh bien non, moi je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, dans un monde qui peut s'enfoncer dans le chaos, eh bien nous avons besoin d'une Europe forte pour que la France soit d'autant plus forte. On a entendu autre chose. On a entendu qu'il faudrait que la Palestine capitule Madame Toussaint, devant elle est pour la la fin de la politique dissuasion nucléaire. israélienne qui est Juste menée Marion Maréchal. aujourd'hui Madame et les Toussaint, attaques fin de la portées par dissuasion nucléaire Netanyahou française. à Gaza. Et réduction puis, des armements. De l'autre côté, pas dans ce débat, je l'attendais, mais pourtant non, Madame Aubry qui nous dit qu'il faut que c'est la faux ou Crimée c'est et vrai le Donbass capitulent à travers des Est-ce que j'ai- référendums est-ce que j'ai dit ça, organisés Madame en terrain Toussaint conquis Est-ce- par Vladimir Poutine. Ben, pas Vous me aujourd'hui, faites mais je dire l'ai que- entendu. vous me faites Mais dire je l'ai ce que j'ai pas entendu. dit. J'ai- Et donc, nous, À ce que aucun nous moment, j'ai souhaitons, parlé de capitulation, c'est une Europe Madame qui Toussaint. soit Ne une dites pas Europe des choses forte, qui avance sur la question de la création d'une armée européenne, effectivement, qui soit une Europe de paix, dotée d'une diplomatie féministe et qui respecte la justice internationale partout, en Ukraine comme à Gaza, en Arménie comme en Chine. Une Europe qui soit une force d'équilibre. Et puisqu'on est sur RFI et sur France 24, je veux aussi dire que nous devons renouveler notre partenariat avec les pays africains et que cela passe par un meilleur équilibre aussi de nos relations commerciales et qu'il faut arrêter de développer des politiques qui consistent à piller les eaux ou l'agriculture africaine et au contraire défendre la pêche artisanale face à la pêche industrielle, l'agriculture locale plutôt que l'agriculture industrielle. Merci à tous. Vous êtes entre 6 et 7 minutes maintenant. Et nous sommes effectivement à la fin de cette première grande partie internationale. Nous allons tout de suite entamer cette deuxième partie du débat des têtes de liste aux élections européennes. Bienvenue si vous nous rejoignez à mi-parcours sur France 24 et RFI. Nous allons parler maintenant de l'Europe économique, sociale et environnementale, car le pacte vert divise l'Europe et il va sûrement vous diviser ici aussi.
l'Union européenne s'est donné plusieurs objectifs. On va regarder tout de suite ces objectifs de l'Union européenne. Moins 55% de CO2 d'ici 2030 et puis atteindre la neutralité carbone en 2050. Tout de suite, vous êtes un peu en retard d'ailleurs sur les compteurs, Valérie Ayé. Ce pacte vert, est-ce qu'on est en train justement de véritablement le promulguer, le terminer, puisqu'il y a une cinquantaine de lois, la moitié seulement ont été votées, et on voit bien que certaines lois ne sont pas passées et ne passent toujours pas. Est-ce qu'on est en train de le détricoter ou au contraire de le pousser? Et qu'est-ce que vous souhaitez d'ailleurs? Ce pacte vert, on l'a porté. C'était l'une des conditions quand nous avons décidé de soutenir Ursula von der Leyen en 2019, c'est-à-dire d'avoir un programme ambitieux de travail pour viser cet objectif de neutralité climatique d'ici à 2050. Et c'est une chose de se fixer l'objectif, encore faut-il des lois très concrètes pour le décliner. Le pacte vert, on en a beaucoup entendu parler ces dernières semaines à la lumière de la crise agricole et il a été beaucoup caricaturé. Il faut le dire. Le pacte vert, ça n'est pas uniquement en lien avec les enjeux agricoles, c'est aussi la fin de la déforestation importée, c'est-à-dire que quand vous allez boire votre café, manger du Nutella ou boire votre chocolat au petit déjeuner, eh bien vous aurez l'assurance que ces produits n'auront pas été produits à l'autre bout du monde. Madame Ayé, vous parlez de déforestation importée, mais Emmanuel Macron, la semaine dernière, a bloqué ce texte. Non, mais il bloque ce texte, il faut dire les choses. La déforestation importée, la fameuse taxe carbone aux frontières qui a été portée par tous les présidents de la République successifs depuis Jacques Chirac, aujourd'hui, elle est réalité. Et puis, effectivement, il y a des enjeux en lien avec la politique agricole commune qui est aujourd'hui plus verte, plus rémunératrice pour nos agriculteurs et garante de la souveraineté alimentaire. C'est ça le pacte vert avec une approche globale. Vos positions de principe, pour qu'on comprenne bien, à main levée, justement, qui veut le pacte vert, sa pleine application. C'est beaucoup de textes. Mais il y a énormément de textes différents. Alors, les 50, voilà, on ne vote pas en bloc. Voilà. Moi, je vous réponds. Valérie Ayé, j'assume le pacte vert. Je vais vous dire, c'est pas une question. Vous pouvez avoir des gens qui lèvent la main ici et qui sont les mêmes qui sont en train de détricoter le Green Deal. Valérie Ayé vient de parler de déforestation. La semaine dernière, Emmanuel Macron a dit qu'il faut reporter toutes les législations sur la déforestation. Madame Ayé vient de parler de la PAC. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec le soutien du gouvernement français? Détricoter la PAC et vous verrez, ce sera dans 15 jours dans l'hémicycle. Donc, il y a les actes, il y a les discours. Parfois, ça ne va pas dans le même sens. Et je vais vous dire, moi, si le pacte vert est aujourd'hui en danger, c'est parce qu'il n'y a eu ni accompagnement social, ni accompagnement dans l'emploi et ni financement. Et aujourd'hui, les mêmes qui se battent contre l'accompagnement social et le financement sont ceux qui portent atteinte et qui détricotent le pacte vert. On n'a jamais vécu très en avance. Il va arrêter le pacte vert ou ne pas le dire et le faire, eh bien, ça s'appelle du sabotage et ce n'est pas responsable face à l'urgence de la situation. Écoutez, sur la neutralité carbone, on partage cette ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2050. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, selon la Commission européenne et Madame Ayé, ils veulent atteindre cette neutralité carbone en 2050 en vidant nos territoires d'industrie, d'agriculture. Ils multiplient les accords de libre-échange. Alors bien évidemment, si demain on n'a plus d'agriculture, plus d'usines, on arrivera très rapidement à atteindre cette neutralité carbone en 2050. Pour autant, on multipliera par x10 les émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, ça peut paraître contre-intuitif, mais nous, ce qu'on dit, c'est l'enjeu de la production. Oui, si on veut répondre à l'impératif environnemental, il va falloir produire beaucoup plus sur le territoire national et sur le territoire européen. Engager des grands travaux utiles pour l'environnement, engager la construction de voies ferroviaires, le Lyon-Turin bien évidemment, mais rattacher nos ports et docks au corridor européen, c'est indispensable. Ces grands travaux utiles pour l'environnement, c'est un premier pas. Le deuxième, c'est la réindustrialisation. Agir pour la réindustrialisation de notre territoire. Et en l'occurrence, aujourd'hui, le gouvernement va à contresens de la réindustrialisation lorsqu'elle permet de favoriser en effet ces accords de libre-échange. J'ai chez moi un exemple, Metex, qui produit de la lysine indispensable à l'élevage, qui est aujourd'hui mis en concurrence avec la lysine chinoise où il y a 0% de taxes de douane, aucune protection mise à nos frontières pour protéger nos usines. Donc aujourd'hui, pour ces grands travaux, pour ces usines, il va falloir produire beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'électricité, et il faut que cette énergie soit bas carbone. Et c'est aussi pour cela qu'il faut que l'Europe s'engage dans le développement des énergies nucléaires et renouvelables, le mix nucléaire et renouvelable que nous demandons de notre vœu. Et c'est pour cela que la question fondamentale de cette campagne européenne, pour retrouver notre souveraineté, pour répondre à l'impératif environnemental, mais aussi pour créer de l'emploi,
c'est celle de la production. Et nous serons toujours présents pour dire qu'il faut défendre une meilleure production et plus de production sur Merci le Léon territoire national Desfontaines. européen. Marion Maréchal, ambition environnementale et crise de l'agriculture. Les agriculteurs ont beaucoup protesté contre les normes environnementales. Qu'est-ce que vous pensez de cette problématique? C'est intéressant parce que moi j'attends Madame Hayé dire qu'elle assume le pacte vert dont les quelques textes qui sont passés d'ailleurs sont passés grâce au vote également des socialistes et du groupe du PPE de Monsieur Bellamy. Alors le pacte vert c'est il y a quoi? beaucoup de textes qui nous ont Votre groupe PPE. Le pacte vert, les textes qui ont été adoptés n'auraient pas pu passer sans le vote de votre groupe. Donc le pacte vert, c'est la décroissance agricole. Les études d'impact le démontrent, qu'elles soient d'ailleurs françaises, européennes ou américaines. Le pacte vert, c'est l'interdiction des voitures thermiques en 2035 et donc le sacrifice d'une industrie sur laquelle nous avons indéniablement un coup d'avance. C'est la directive sur les performances énergétiques qui va sortir 7 millions de logements du marché locatif au moment où nous sommes en pleine crise immobilière. C'est une bombe économique qui s'appelle la directive CSRD, qui fait que d'ici 2028, toutes les entreprises de plus de 10 salariés vont devoir rendre un rapport moral, écologique, environnemental. La responsabilité des droits humains, c'est vrai que c'est difficile pour vous, Madame Maréchal. Le pacte vert, c'est 45% de l'ensemble de la production d'électricité par les énergies renouvelables, ce qui entre en contradiction directe d'ailleurs avec les soi-disant objectifs que vous affichez en matière nucléaire et qui aura pour conséquence de recouvrir l'intégralité de la façade maritime française d'éoliennes. Donc moi je vous le dis, je ne peux pas être plus clair, je suis contre cette vision de l'écologie, de la punition et j'ai envie de dire même de la pénitence. Et à l'inverse, je défends un grand plan nucléaire européen, je défends le fluvial et le ferroviaire, dont en effet le projet Lyon-Turin, auquel s'opposent à la fois les Verts et la gauche. Je suis pour un soutien à l'innovation. Je crois que c'est l'innovation et la science qui réglera le problème environnemental. Sachez qu'aujourd'hui, il y a des Lyonnais qui sont en train de révolutionner les techniques de stockage de carbone. Et je crois, croyez-moi, beaucoup plus en nos ingénieurs et en nos chercheurs qui ne sont pas devant les caméras qu'en les amis de Madame Toussaint qui jettent de la peinture ou de la soupe sur la Joconde. Raphaël Glucksmann, réponse finalement, quelle écologie avec quelle agriculture et qu'est-ce qu'on impose? Effectivement, la question des normes a été beaucoup débattue. Et vouloir démanteler le pacte vert aujourd'hui, c'est renoncer au cap qu'on s'est fixé. Et le problème qu'on a, c'est que ce cap, c'est un impératif climatique. On ne peut pas renoncer à ce cap. Par contre, il y a aujourd'hui la nécessité absolue d'une deuxième étape. Ce qu'il faut désormais, c'est passer à la planification et à l'investissement. Au moment où on discute en Europe, les États-Unis investissent 370 milliards dans les industries vertes. Et la Chine a pris le contrôle de 60% des éléments qui permettent le développement de cette industrie. Et donc nous sommes en train de devenir profondément dépendants. Et ce que nous voulons, nous, c'est un grand fonds d'investissement dans ces industries de la transition pour que le pacte vert devienne un projet de révolution industrielle dans les industries vertes. Mais ce qu'il faut pour que cela fonctionne, c'est la mise en place d'un protectionnisme écologique aux frontières de l'Union européenne. Parce que si nous fixons un cap contraignant et que dans le même temps nous laissons rentrer des productions qui ne respectent pas les normes que nous imposons à nos producteurs, eh bien nous ne sauvons pas la planète, nous tuons nos producteurs. Et moi, je me suis battu pendant tout le mandat pour que, par exemple, on mette en place un instrument de bannissement des produits de l'esclavage à l'entrée aux frontières de l'UE. Pourquoi ? Parce qu'il faut défendre les esclaves, mais aussi parce qu'il faut défendre nos producteurs. On avait des champions du photovoltaïque en Europe. On avait des champions il y a encore 10 ans. On les a laissés se faire ratiboiser par la concurrence chinoise. Donc, la seule chose qui nous permettra de sauver ce pacte vert, eh bien, c'est désormais d'avoir une politique commerciale et une politique industrielle en adéquation avec ce pacte. Fabrice Leggeri, s'il vous plaît, Léon Desfontaines, vous êtes... fermer la centrale nucléaire de Fessenheim. Mais moi, j'ai toujours eu une position très claire. Il y aura du nucléaire dans le mix énergétique. Parti a fait fermer la centrale il y aura du nucléaire dans le mix énergétique. Avec M. Macron. Pourquoi vous votez contre le SMR, les petits réacteurs nucléaires de nouvelle génération? Parce que ce n'est pas à l'échelle européenne que nous allons le développer, vous le savez très bien. Par contre, ce qu'il faut, c'est laisser le mix français, c'est laisser la France libre de construire son mix. Clarifiez votre position sur le volet européen alors. Mais écoutez, j'ai toujours eu une position très claire. Vous refusez des investissements massifs dans les énergies renouvelables. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui prennent le nucléaire comme une fin. Moi, c'est un moyen. La finalité, c'est la décarbonation de nos économies. L'objectif, c'est de développer au maximum les renouvelables. C'est que donc les fonds européens soient focalisés sur les renouvelables. Et derrière, moi, je ne fais pas de la sortie du nucléaire un objectif en soi. Et la France a un mix énergétique. Ça fait partie, cette ambition écologique, des 20% qui vous séparent de Raphaël Glucksmann?
Vous n'êtes pas totalement raccord. Vous aviez dit que vous étiez très proche sur beaucoup de thématiques de Raphaël Glucksmann, mais là, visiblement, c'est pas le cas. On a des sujets sur lesquels on est en accord, comme d'ailleurs parfois avec M. Bellamy, parce qu'on siège dans des groupes qui sont la coalition ou la majorité Ursula von der Leyen, même si pour certains d'entre vous la remettez en question. Et on a des points de divergence qui sont majeurs. On l'a illustré sur les sujets migratoires tout à l'heure, on l'a illustré sur les sujets nucléaires, ou parfois aussi sur les sujets de taxation, mais c'est aussi ça le débat européen. Vous refusez de taxer les plus grands patrimoines à l'échelle européenne, alors que nous portons à la taxation des patrimoines. Nous voulons que les dividendes soient plus taxés que le travail. Nous voulons que les plus hauts patrimoines soient plus taxés que les classes moyennes. L'Union européenne. Mais non, ils ne quitteront pas l'Union européenne. Ce sera même indolore. Je vous promets qu'ils ne s'en tirent pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Si nous les taxons à l'échelle européenne, ils ne partiront pas à Dubaï. Je veux vous rassurer et les rassurer aussi. Environnementale pour le Rassemblement national et l'Europe. Le pacte vert part sans doute d'une intention louable de préoccupation environnementale. Malheureusement, ce que l'on constate en pratique, et c'est ressenti par les Français et par les Européens, c'est une écologie punitive. Et en réalité, on se rend compte que derrière des intentions louables, on en arrive paradoxalement à organiser la décroissance économique, la décroissance industrielle en Europe, la décroissance agricole. On en vient à augmenter les coûts des biens, des produits, donc à réduire le pouvoir d'achat des Français. Et donc, il faut se libérer de cette écologie punitive, dogmatique. Et donc, il faut, par exemple, sur certains thèmes comme la taxe carbone, on peut se dire en première intuition, ça va être une manière de rétablir l'équilibre par rapport au reste du monde et aux produits que nous importons. Sauf qu'aujourd'hui, la taxe carbone s'applique uniquement à des composants, par exemple de l'aluminium ou de l'acier, qui sont ensuite utilisés par des industriels européens. Et donc, ça vient augmenter les prix, les coûts de production des Européens. Donc, il y a des calages, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans cette écologie et par exemple dans la taxe carbone. Le passage à l'interdiction des véhicules thermiques, en fait, ça fait le jeu des Chinois. Est-ce que vraiment on attend une Europe qui fasse le jeu de l'automobile chinoise? Pas trop de normes, vous dites, pour les industries, pas trop de normes pour les agriculteurs. Votre voisine sur ce plateau, c'est Manon Aubry. Le jeu des Chinois, c'est qu'on ne développe pas. La réalité, s'il vous plaît, Monsieur Glucksmann, si vous pouvez laisser d'autres s'exprimer sur le plateau, vous êtes très en avance. La réalité, c'est que si on veut atteindre nos objectifs en matière climatique et écologique, c'est qu'il y a deux questions à se poser. La première, c'est qui paye? Et le choix fait par la Commission européenne n'est pas de faire payer les premiers pollueurs. Par exemple, ils ont étendu le marché carbone aux individus, aux transports, aux logements, qui fait que ce sera les plus pauvres qui vont payer. Et les Gilets jaunes se sont mobilisés en France, on se souvient tous, qui paye et qui reçoit l'argent. Vous parliez agriculture. On a été bien seuls ici à défendre des prix planchers rémunérateurs pour s'assurer que les agriculteurs touchent ce qu'ils doivent toucher pour leur production, quand de l'autre côté, des entreprises agroalimentaires se gavent et dont les marges doivent être bloquées. Et la deuxième question à se poser, c'est où est-ce qu'on produit? Il était question tout à l'heure des panneaux photovoltaïques, mais savez-vous que l'on importe l'essentiel, l'ensemble des panneaux photovoltaïques en France, qu'il en reste plus que deux usines de production de panneaux photovoltaïques en France qui sont en train de fermer. Et vous parliez d'énergie renouvelable tout à l'heure, Madame Hayet, mais la réalité, c'est que la France désobéit très largement aux objectifs européens en matière de production d'énergie renouvelable et qu'en plus, on importe l'ensemble de nos panneaux photovoltaïques, notamment de la Chine. Et il y a une hypocrisie totale derrière. Derrière la question industrielle, c'est les accords de libre-échange. Pardon, mais je préside ici le seul groupe au Parlement européen qui n'a pas donné une seule voix à ces accords de libre-échange. On va y venir. Et pourquoi on va continuer à importer des quatre coins du monde du lait, de la viande, y compris des panneaux photovoltaïques qu'on peut produire, qu'on sait produire ici. Merci, et c'est cet enjeu de cette élection de mettre fin aux accords de libre-échange. Merci Manon Aubry. François-Xavier Bellamy, vous êtes en retard. Qu'est-ce que vous avez à rajouter dans ce débat? Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais alors soyez quand même bref. Peut-être un paramètre de départ que personne n'a évoqué. La crise environnementale, c'est une crise mondiale. Aujourd'hui, si on parle des émissions de carbone, 2/3 des émissions dans le monde sont réalisées par 10 pays, dont un seul est européen, qui arrive en queue de peloton, c'est l'Allemagne. La France a le point de PIB le plus décarboné d'Europe. Et la vérité, c'est que, là je partage l'avis de Léon Defontaine sur ce sujet, le vrai défi pour nous, c'est de réapprendre à produire chez nous.
Le vrai problème, c'est que la gauche, pendant très longtemps, a rendu ce défi impossible en faisant en sorte que le travail soit de plus en plus compliqué, de plus en plus coûteux, que le travail se raréfie dans nos pays. Sur le sujet du pacte vert, on aura eu un vrai désaccord majeur ici. Vous avez eu aussi avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est issue du parti dans lequel vous êtes, le Parti populaire européen. Vous la trouvez trop verte. Et qui est présidente de la Commission européenne grâce à Emmanuel Macron. En effet, on a eu un désaccord majeur parce que la Commission européenne a cru que pour pouvoir préserver l'environnement, il fallait que l'Europe seulement se décarbone. Mais ça n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est d'entraîner les grands producteurs mondiaux dans la décarbonation. La Chine, à elle toute seule, c'est 30% des émissions mondiales. Et donc, nous devons défendre nos atouts, défendre notre parc nucléaire qui aura été attaqué dans ces débats par les macronistes, par les socialistes, par les écologistes d'un même front qui ont voté, vous le revendiquez, 90% des textes ensemble, défendre la production en Europe, libérer nos entreprises du poids des normes, des contraintes, de la fiscalité qui pèse sur elles. Ça veut dire... La liberté, c'est la condition pour la transition environnementale du monde et protéger ensuite notre marché. Et là, je regrette que, M. Leggeri, vous veniez livrer vos arguments bien préparés sur la taxe carbone, mais pour une fois que nous avions une occasion de protéger le marché européen, de rendre à ceux qui produisent chez nous, nos agriculteurs, nos industriels, des conditions de concurrence loyales, il fallait évidemment soutenir cette évolution. Et les députés du Rassemblement national qui passent leur temps à se plaindre de la mondialisation dérégulée ont voté contre cette évolution. Elle est incomplète, il faut la poursuivre. Mais voter contre ce premier pas, c'était évidemment faire le jeu de ceux qui veulent continuer d'organiser la concurrence déloyale qui détruit la production en Europe et qui, ce faisant, évidemment, fragilise l'environnement. Sur effectivement vos votes au Parlement européen. En fait, nous sommes pour la relocalisation de la production industrielle et agricole. Mais pourquoi voter contre alors? Et ce que nous considérons, c'est que augmenter le coût des matières intermédiaires qui sont importées par nos industriels européens a un effet contre-productif. Moi, je voudrais revenir sur la question de nos avantages compétitifs. En réalité, on a beaucoup parlé d'énergie, parce que la question de la décarbonation, c'est aussi celle de l'énergie. Nous sommes pour naturellement relancer le programme nucléaire et nous sommes surtout pour un prix français de l'électricité. Et c'est de cette manière que l'on arrivera pour les industriels et pour les ménages à faire en sorte que le budget de l'énergie... Sortir du marché de l'énergie, vous dites en fait. Il s'agit en tout cas de sortir de la fixation du prix de l'électricité qui est fixé sur le coût du gaz. Le coût du gaz est extrêmement volatile, le coût du gaz est extrêmement élevé, alors que le coût de l'électricité produite par le nucléaire est bien inférieur, même si on inclut les questions de recherche et d'amortissement des réacteurs nucléaires. Alors pour une petite clarification, parce que vous avez commencé à nous parler tous des fameux accords commerciaux. On va faire à main levée, ça sera plus simple, et ils sont tous très connus finalement. À main levée, les agriculteurs mettent particulièrement en cause certains accords de libre-échange, qui est pour la poursuite des négociations du Mercosur avec l'Amérique latine. Mercosur, qui est pour? Alors là, il n'y a personne. Tous les groupes politiques ici, ils sont en faveur et mon groupe est le seul à s'y opposer. Le Rassemblement national est contre. Il y a beaucoup d'hypocrites. Si on a une position du Parlement européen qui est un accord commercial sur le Mercosur. on va arrêter les postures et l'hypocrisie là-dessus. Si grâce au Parlement, si le Parlement européen a adopté une position disant pas d'accord avec le Mercosur, compte tenu des conditions actuelles, c'est grâce à nous. Et pourquoi il est en cours de négociation, les négociations, Madame Ayer? Il est en cours de discussion. Rappelons qu'Emmanuel Macron disait qu'il fallait le signer. Sur le Mercosur, les négociations, Madame Ayer. Le Rassemblement national veut sortir l'agriculture des accords de libre-échange. Valérie, dites-nous pourquoi M. Macron n'a pas suspendu les négociations de l'accord de libre-échange. Les choses, elles sont très claires, c'est un mauvais accord, on ne le soutient pas. Il faut On ne mérite pas une position de soutien à l'accord sur le Mercosur. Par contre, il y a une différence majeure qu'il y a entre nous, effectivement. Moi, je ne suis pas de façon dogmatique contre les accords de commerce. Je pense que les accords de commerce, certains accords de commerce, et c'est le leadership aussi de l'Union européenne, on peut changer les règles du jeu de la mondialisation avec des accords de commerce. C'est très simple. Aujourd'hui, on a un accord qu'on a révisé entre l'Union européenne et le Chili. C'était un vieil accord qui datait d'il y a 20 ans. On a dit, on va introduire des clauses de réciprocité. Bonne idée, formidable idée. On va s'assurer d'ailleurs, comme c'est une révision, si on ne l'avait pas révisé, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait une réévaluation. Laissez-moi continuer, Madame Aubry. On aurait une réévaluation automatique des quotas. Grâce à la révision, on a pu négocier les quotas et les maîtriser. C'est un bon accord commercial, on le soutient. Moi, je viens de la Mayenne. J'ai un certain nombre de producteurs qui livrent du lait dans une laiterie qui s'appelle Belle.
50% du lait va à l'export. Vous allez dire à mes producteurs en Mayenne et dans toute la région que finalement, il faudrait que ça soit... Si vous auriez soutenu les éleveurs laitiers... Madame Ayer, la réalité, puisque le monde agricole, le monde agricole a besoin soutenir les éleveurs laitiers, c'est mettre des garanties. Madame Ayer, je suis ma position sur cette question. Si vous parlez, puisque vous parlez du lait, c'est intéressant. Vous avez voté il y a quelques mois de cela un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qui est le premier exportateur de lait au monde, qui produit avec un pesticide qui s'appelle l'atrazine, qui est interdit dans l'Union européenne parce qu'il est dangereux. Donc quel sens, qu'allez-vous dire à vos producteurs de lait de Mayenne? Que vous allez faire venir du lait de l'autre bout de la planète, faire 20 000 kilomètres sur des porte-conteneurs pour faire concurrence déloyale à vos agriculteurs de Mayenne. On introduit des clauses de réciprocité. On a un marché unique qui est une force dans les négociations européennes. Il faut, et là je suis d'accord avec vous dans le sens où il faut qu'on accélère sur les clauses de réciprocité. Mais il n'y en a pas dans la Vous avez passé votre temps de parole de aussi étonnant que cela puisse paraître, on n'a pas de force de contrôle sanitaire sur les produits qui arrivent de l'extérieur. Vous signez des accords de vous avez bien entendu sur ce sujet, Léon Desfontaines est en retard, s'il vous plaît. Léon Desfontaines, vous avez 2 minutes à rattraper. On change les règles du jeu des accords de commerce. Il y a des mauvais accords, on les signe pas. Il y a des bons accords, on les signe. Et deux, on met en place cette force de contrôle sanitaire. Tant qu'il n'y a pas les mesures miroirs aux frontières de Sur les l'Union accords de européenne, libre-échage, sur les accords de libre-échange, il y a une forte hypocrisie, s'il vous plaît, monsieur Glusman. Sur les accords de libre-échange, tout de même, ces accords de libre-échange ne vont pas. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils ne permettent pas de répondre à l'impératif environnemental. En multipliant les échanges commerciaux ainsi, on ne permettra pas d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Deuxièmement, ça met en concurrence de manière déloyale. Quoi que vous dites, quoi que vous fassiez, ça met en concurrence de manière déloyale nos agriculteurs avec les agriculteurs du monde entier. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, un agriculteur français est mis en concurrence avec un agriculteur chilien, néo-zélandais et bientôt mexicain. Et ça, cette situation, elle est intenable. Troisième sujet, sur la question du CETA. L'accord de libre-échange avec le Canada est à l'œuvre depuis près de 11 ans aujourd'hui en France, alors même qu'il n'a jamais été ratifié par le Parlement national. Il s'agit ici d'une fraude démocratique. Deuxième fraude démocratique, c'est votre gouvernement, Madame Ayer, qui refuse de le mettre au débat à l'Assemblée nationale avant le scrutin du 9 juin prochain. Si vous êtes aussi contente de votre accord de libre-échéchange, pourquoi ne le soumettez-vous pas à débat? Troisième sujet, c'est permettre à nos agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Mais tous les accords sont mal négociés ou ils ne sont pas souhaitables? Il faut remettre... Attention, soyons clairs. Remettre en cause un accord de libre-échange ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de commerce. On commerce aujourd'hui avec les États-Unis, je crois que c'est le 3e pays avec lequel on commerce le plus. Pour autant, il n'y a pas d'accord de libre-échange. La simple idée, c'est de mettre, s'il vous plaît, Madame Ayer, un peu de respect. L'idée, c'est de mettre des frontières pour permettre justement de protéger nos agriculteurs. Ça, c'est le sujet. L'autre sujet, c'est permettre à nos agriculteurs de vivre dignement de leur travail en garantissant un prix de revenu, notamment avec davantage d'intervention de la force publique dans la fixation des prix, notamment de prix planchers avec l'industrie de l'agroalimentaire ou avec la grande distribution. Et le troisième sujet, qu'il ne faut pas éclipser, c'est la question du pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Parce que permettre à chaque Français d'acheter un bon vin, une bonne viande, de bons fruits, de bons légumes, c'est leur permettre d'avoir de l'argent pour acheter le magnifique produit de nos producteurs français, non pas en rémunérant en dessous les producteurs, mais en permettant d'augmenter les salaires et les pensions. On vous a pas entendu, Mercosur, CETA, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais alors déjà, j'aimerais quand même rappeler une chose, ce n'est pas mes chiffres, c'est les chiffres du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, la moitié des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux importations. La moitié, voilà. Donc l'enjeu, si on veut véritablement avoir un impact sur ces émissions de gaz à effet de serre, c'est déjà de savoir comment, en effet, on protège nos producteurs de la concurrence déloyale et on arrête de mettre dans les assiettes des Français des produits qui sont ou des élevages qui sont faits avec des produits interdits en Europe. On parlait à l'instant du CETA et du bœuf élevé aux antibiotiques et qui se nourrit de farine animale qui a été, je le rappelle, interdit en Europe suite au scandale de la vache folle. Voilà, donc là, c'est scandaleux en Europe, mais il n'y a pas de problème pour mettre en danger la santé des Européens lorsqu'il s'agit d'importer ce type de bœuf. Donc c'est évidemment une hypocrisie totale. Et donc, en fait, nos producteurs, ils sont pris entre en étau, c'est-à-dire que d'un côté on les met en concurrence déloyale et de l'autre, avec la logique du pacte vert et l'espèce de fanatisme écologique, on met de la contrainte, de la norme, de la taxe. Donc en fait on leur permet plus de produire de manière efficace et donc à l'issue de ça, évidemment qu'est-ce qui se passe? C'est une baisse de la production d'ailleurs dans tous les domaines, industriels comme agricoles, et puis on augmente massivement les importations. Alors moi j'aimerais qu'il y ait au moins un combat qui nous rassemble, je comprends même pas d'ailleurs qu'on en soit pas encore arrivé à l'obtenir, c'est la question qui n'est pas permise aujourd'hui par le droit européen de la prise
priorité nationale dans les marchés publics. Ça devrait être le cas dans les marchés européens. Peut-être qu'un jour, les différentes majorités se rendront compte que c'est quand même une clause de bon sens. Et ça devrait être le cas en France. Aujourd'hui, il y a 2,5 milliards de repas dans la restauration collective qui sont servis par an. Il y a moins de 50% de la viande qui est servie, qui est une viande française. Ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais vous voulez du revenu pour les agriculteurs, mais ouvrez-leur ce marché en priorité de manière massive et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux sur le plan agricole. Marie Toussaint, effectivement, on a entendu beaucoup d'arguments contre les accords de libre-échange. Vous êtes convaincus aussi qu'ils font à la fois du mal à notre environnement et peut-être à notre agriculture ? Oui, les accords de libre-échange ne sont pas la solution, mais j'aimerais revenir sur le modèle économique dont nous avons besoin et dire que si nous voulons faire face au défi climatique, qui est un défi planétaire, nous avons besoin de l'Europe et que l'Europe est par ailleurs le continent qui se réchauffe le plus vite et c'est ensemble qu'il nous faut agir. Mais je vais prendre l'exemple agricole pour donner un peu la direction dans laquelle nous voulons aller. Nous voulons d'abord une autre PAC qui soit plus juste et plus verte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut changer l'ensemble de notre économie pour qu'elle permette aux travailleurs de vivre dignement de leur travail et qu'elle permette aussi aux populations d'avoir accès à des biens de qualité et qui ne fassent pas et qui ne portent pas atteinte à leur santé. La deuxième chose, c'est que nous avons effectivement besoin d'un autre modèle économique, à la fois de sortir du libre-échange pour rentrer dans le juste commerce, mais aussi de limiter les marges de l'agro-industrie, les marges des entreprises pétrolières, par exemple, qui font des super profits sur le dos de la destruction de la planète. C'est un protectionnisme vert. La taxe carbone aux frontières est un tout début. Il faut aller beaucoup plus loin, élargir le nombre de produits concernés et dépasser la question du CO2 pour s'intéresser à la question de la nature et de la santé. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut un accompagnement de la transition. Et je l'ai dit tout à l'heure, il nous faut à la fois un accompagnement social et un accompagnement industriel. Sur la question agricole, par exemple, c'est 47 milliards dont nous avons besoin si nous voulons décarboner notre agriculture, dont 10 milliards consacrés à l'accompagnement social des paysannes et des paysans d'Europe. Eh bien, c'est la même chose dans tous les domaines. La réalité, c'est que nous, les écologistes, nous sommes sérieux. Quand nous disons que nous voulons une Europe de la neutralité carbone, nous faisons des calculs, nous commandons des études et nous avons besoin de 260 milliards d'euros. 260 milliards d'euros d'investissements publics supplémentaires par rapport à ce qui est mis aujourd'hui sur la table. Je veux juste souligner que les socialistes, les libéraux, les conservateurs sont en train de nous empêcher de pouvoir dégager ces marges d'investissement dont nous avons absolument besoin pour relocaliser, produire en Europe ce dont nous avons besoin, pour des produits plus vertueux, pour la planète et pour le pouvoir d'achat. Fabrice Leggeri, qu'est-ce qu'on dit aux futures générations qui s'inquiètent effectivement beaucoup de ce réchauffement climatique, qui s'interrogent aussi sur les grands traités? Qu'est-ce que vous vouliez leur dire au Rassemblement national? Je voudrais revenir sur les questions agricoles et souligner quelque chose qui n'a pas encore été dit. Le programme de la ferme à la fourchette réduit de 10 à 20% la production agricole européenne. Ça nous rend dépendants de ces accords de libre-échange, en partie pour certaines importations, et à terme, ça peut remettre en cause la souveraineté alimentaire européenne. Outre le fait que, naturellement, ça provoque des émissions carbone pour importer de la viande de Nouvelle-Zélande ou du lait, alors que nous avons en Europe, en France et plus localement dans nos régions, tous les produits agricoles et d'élevage. Et je pense que ce qui est très important pour les générations futures, c'est voulez-vous une Europe qui soit souveraine pour son alimentation, qui choisisse les normes sanitaires, ou voulez-vous dépendre de l'étranger pour l'alimentation? François-Xavier Bellamy, vous êtes un petit peu en retard. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Fabrice Leggeri sur ce plan? On a été les premiers à dénoncer la stratégie de la ferme à la fourchette et à s'opposer à la décroissance agricole qu'elle allait créer. Et je le redis, pour nous, c'est le message. C'est le message. Non, bien sûr. Il a voté pour cette stratégie. Marion Maréchal. Vous pouvez répéter autant de fois des mensonges, ça ne fait pas une vérité. Je reviens juste sur le point fondamental qui, je crois, est au cœur de ce débat. Ce que nous pouvons dire aux jeunes en France, en Europe, qui s'inquiètent pour l'environnement, c'est que notre premier devoir, encore une fois, c'est de recommencer à produire chez nous. Et de ce point de vue-là, oui, bien sûr, il y a une incohérence absolue à multiplier les contraintes qui empêchent les gens, les entreprises, les agriculteurs, les industries de produire en Europe et simultanément à ouvrir nos marchés avec des accords de libre-échange. Et c'est cette incohérence que nous avons dénoncée. Mais à la différence de beaucoup de ceux qui s'expriment ici contre les accords de libre-échange, je pense qu'on doit aussi la vérité aux Français. La France réapprendra à produire sur son sol quand elle retrouvera sa compétitivité, quand on rendra sa liberté à l'économie française, quand on fera en sorte que les entreprises de notre pays n'aient plus à combattre d'abord contre le poids de l'État, le poids que
l'action publique fait souvent peser sur elle le poids de la contrainte, du contrôle, de la surveillance Alors, il généralisée. n'empêche que, c'est pas seulement en protégeant nos marchés qu'on va pouvoir retrouver la capacité de maîtriser notre destin, c'est aussi en rendant leur liberté aux Français qui travaillent, leur liberté de produire, leur liberté d'investir, leur liberté de se projeter dans le long terme et de gagner dignement l'Europe leur vie, leur travail. tente de décarboner aussi. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ce que vous avez entendu, Raphaël Glucksmann? On parle de la colère agricole, mais on ne touche pas au cœur de cette colère depuis tout à l'heure. Le cœur de cette colère, c'est la question des revenus. C'est la question de pouvoir vivre dignement de son travail quand on est paysan. Et au cœur de ce problème, il y a la politique agricole commune. Une politique agricole commune qui réserve 80% des subventions publiques à 20% des exploitations les plus grandes. C'est faux. Qu'est-ce qu'une subvention publique? C'est vrai, à l'échelle européenne, c'est plus léger en France. Qu'est-ce qu'une subvention publique? Le but d'une subvention publique, et là on parle d'un tiers du budget européen, c'est de corriger les inégalités et les incohérences du marché. Et là, Madame Hayé, Monsieur Bellamy, Monsieur Leggeri, vous avez voté cette politique agricole commune. Et en fait, ce que vous avez fait, c'est voter des subventions qui vont accroître les inégalités, qui ne vont pas répondre à la misère sociale dans laquelle se trouve un éleveur qui travaille 70 heures par semaine pour toucher 700 € par mois. Et donc, pour finalement répondre à cette colère, eh bien, on va mettre moins d'écologie, moins d'objectifs sur les pesticides. Et on ne va pas poser le cœur du problème, qui est le cœur du réacteur, c'est-à-dire la politique agricole commune, c'est-à-dire la question des revenus, parce qu'il y a des inégalités sociales au sein du monde agricole et que vous ne voulez pas en parler. Vous êtes tous d'ailleurs entre 10 et 11 minutes. On va passer effectivement à notre grand dernier thème. Quelle direction pour notre économie et notre modèle européen? Est-ce qu'il faut renforcer par exemple l'Europe sociale? L'Europe a mis en place plusieurs directives, dont l'une par exemple sur le salaire minimum, qui est différent en fonction du niveau de vie de chacun des pays, des 27 pays donc, qui la composent. Regardons ce salaire minimum mensuel en 2024 en Bulgarie. Il était de 477 €. Au Luxembourg, 2571 €. En France, 1767 €. Mais donc la nouveauté, c'est qu'il y a des salaires minimums partout. L'Europe va dans le bon sens, Manon Aubry, j'ai envie de vous dire, avec plusieurs directives aussi anti-dumping. Vous avez bien fait de montrer ce graphique, puisque vous voyez la promesse qui a été faite d'une Europe sociale, c'est-à-dire d'une harmonisation par le haut des droits, en réalité n'a absolument pas été tenue quand vous avez de tels écarts de salaire au sein de l'Union européenne et quand, je le disais en introduction, une grande partie des usines qui ont délocalisé en France sont parties au sein même de l'Union européenne pour bénéficier de ce dumping. Là où il y a des avancées qu'on a obtenues, arrachées, notamment grâce à ma collègue Laëla Cheibi, c'est sur les travailleurs des plateformes, les travailleurs ubérisés qui travaillent pour Uber, Deliveroo et qui auront enfin une protection sociale, un droit à la retraite. Et c'est une victoire qu'on a pu arracher. Mais je ne veux pas faire d'illusions puisque nous avons face à nous peut-être et sans doute la plus grande cure d'austérité jamais vue. Nous allons voter d'ici quelques semaines la réforme des règles budgétaires européennes qui prévoira des coupes massives dans nos budgets et dans nos services publics. On le voit, la France l'anticipe déjà, 10 milliards d'euros d'économies cette année, 20 milliards l'an prochain. Je veux le dire très concrètement. Les nouvelles règles du pacte de stabilité et de croissance, pour être plus précis. Ce sera des professeurs en moins dans nos écoles. C'est une réforme de l'assurance chômage. C'est peut-être l'augmentation de la TVA, faire la poche des chômeurs, des plus pauvres, plutôt que des profiteurs. Et je veux terminer là-dessus, si vous me permettez, juste à aucun moment, ce qui me frappe, moi ici, à aucun moment, la Commission européenne ne recommande aux États, par exemple, d'aller voir du côté des super profiteurs, des entreprises qui ont fait des super profits dans le secteur énergétique, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros, dans le secteur agroalimentaire, ou du côté des super grandes fortunes qui ont vu leur richesse augmenter de 35%. Si vous voulez conclure, voilà où on doit aller chercher l'argent plutôt que de sacrifier nos services publics et notre protection sociale. Raphaël Glucksmann, vous êtes d'accord avec Manon Aubry? Il faut taxer les super profits, les plus riches? Nous avons lancé avec ma collègue députée européenne Aurore Lalucq et des sociodémocrates européens une initiative citoyenne européenne pour que, enfin, les plus grands patrimoines en Europe, les plus grandes fortunes soient taxés et contribuent à une transition écologique juste. Ce qu'il faut faire, c'est créer cet impôt à l'échelle européenne. Parce qu'on est dans une situation aujourd'hui où les multimillionnaires et les milliardaires qui seront visés par cette taxe, eh bien, payent entre 0,5 et 1% d'impôts effectifs. Et c'est un scandale. Quand les classes moyennes en viennent à être plus taxées que les multimillionnaires et les milliardaires, et
au principe de cette initiative. Vous savez, il y a des millionnaires qui trouvent eux-mêmes cette situation profondément scandaleuse. Ça créera des ressources propres pour l'Union européenne et ça permettra de rétablir un sentiment de justice qui est aujourd'hui absent de nos démocraties et ça mine nos institutions. Pourquoi votre groupe vote le pacte budgétaire européen? On ne peut que souscrire à ce que vient de dire M. Glucksmann. Malheureusement, il y a une forme d'incohérence avec le groupe social-démocrate à l'échelle européenne. Qui porte exactement cette taxation des plus riches à l'échelle européenne. S'il y a un salaire minimum européen, il y a... Monsieur Glucksmann, s'il vous plaît, s'il y a un salaire minimum, un peu de respect du débat, Monsieur Glucksmann, vous êtes très en avance. Ce que je dis, c'est que vous voulez faire élire M. Schmitt à la tête de la Commission européenne, un luxembourgeois patron, grand chef de l'évasion fiscale à l'échelle européenne. Deuxième chose, vous nous dites partout que vous voulez changer d'Europe, vous n'êtes même pas capable de faire changer l'orientation de votre groupe sur les règles austéritaires. Cette coupe budgétaire qui a été annoncée par Bruno Le Maire, 10 milliards d'euros d'économies, qui vont devenir 25 milliards d'euros d'économies et peut-être 50 milliards d'euros d'économies dans les années à venir, seront la dernière coupe budgétaire dans nos services publics pour une simple et bonne raison, c'est que nos services publics ne se relèveront pas. Et vous êtes main dans la main avec Mme Hayé et M. Bellamy à soutenir ces règles des 3%, ces règles de 3% de déficit quand même, qui ont été fixées autour d'une partie de bento entre les dirigeants européens. Elles n'ont aucune réalité économique. Alors aujourd'hui, on a besoin, au contraire, contrairement à ce que dit votre groupe, d'avoir une bouffée d'oxygène pour nos services publics, pour développer une école de formation et de qualité partout sur le territoire, un accès à la santé partout sur le territoire. On a besoin finalement d'une politique de gauche. Malheureusement, votre groupe... Je voterai contre, et vous le savez très bien, je voterai contre, et vous le savez très bien. Mais votre groupe, M. Glucksmann, que vous voulez majoritaire au Parlement européen, notre groupe, que vous voulez majoritaire au Parlement européen, Raphaël Glucksmann, s'il vous plaît. Celui qui a fait les directives sur les travailleurs déplacés, une avancée sans recul, M. Glucksmann. Le devoir de vigilance d'entreprise, c'est notre groupe. Raphaël Glucksmann, vous êtes trop en avance. Mais notre groupe est celui qui permet tous les progrès de l'Union européenne. Avec l'Europe sociale, c'est une avancée sans recul systématiquement, M. Glucksmann. Vous le savez très bien, l'Europe sociale, vous nous la promettez depuis les années 80. Au résultat, on a un recul des services publics. Les avancées sociales ont été portées par une retraite démocratique. Ce dialogue entre vous deux. Marie Toussaint, s'il vous plaît, vous êtes en retard. Marie Toussaint, l'Europe sociale, ça inspire finalement. On a bien fait de la mettre au programme. C'est un sujet éminemment crucial. Et effectivement, ceux qui sont pour l'Europe sont normalement, ou devraient être, pour l'Europe sociale. Et oui, ces dernières années, l'Europe a fait quelques pas. Mais il faut aller plus loin. Et il faut même accélérer parce que nous avons besoin de passer d'une économie qui détruit aujourd'hui, et oui, écrase les êtres humains, à une économie qui répare les êtres humains et qui répare la nature. Je vous ai donné la philosophie dans laquelle nous souhaitons avancer, mais j'aimerais dire qu'il faut continuer d'abord le travail sur le revenu minimum des Européennes et des Européens pour que ceux-ci y aient accès partout à travers l'Europe, et ça bénéficiera notamment aux jeunes Français qui n'y ont aujourd'hui pas le droit sur notre territoire. Il faut aussi aller plus loin en portant une Europe de zéro mort au travail. Parce qu'aujourd'hui, trop de gens perdent leur vie en travaillant pour les profits d'autrui. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut changer structurellement les politiques qui sont menées en Europe. Il ne faut pas seulement mettre des pansements quand ça va mal, un bouclier tarifaire par-ci, un accès à l'eau transitoire par-là, mais il faut un droit de veto social en Europe pour passer au tamis toutes les législations européennes et empêcher qu'elles portent atteinte aux conditions d'existence des 10% les plus pauvres. De cette manière, nous faisons en sorte que toutes les politiques adoptées par l'Union européenne contribuent à la justice sociale, à la réduction de l'égalité. Et je veux le dire à vos téléspectatrices et téléspectateurs, il suffit d'une décision pour le faire, ça peut être fait dès demain. Alors, Marion Maréchal. Très rapidement, oui, et M. Bellamy aussi. Sur l'Europe sociale, depuis des années, des décennies même, on a ce fameux serpent de mer de l'harmonisation fiscale. Moi, je vous le dis, je n'y crois pas et même je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas qu'il y ait de transfert de souveraineté en matière fiscale à l'Union européenne. Ça doit rester une compétence nationale pour moi. C'est pourquoi, d'ailleurs, je m'oppose par principe à toute création d'impôts européens qui ne se substitueraient pas aux impôts français, mais qui s'ajouteraient aux impôts français, parce qu'on parle beaucoup de la taxe carbone, mais dans ce pacte de la taxe carbone, il y avait aussi une forme de fiscalité sur les sociétés. Moi, je crois que si on veut répondre à la question de la distorsion de concurrence au sein du marché européen pour la France, il va falloir qu'à un moment donné, ce gouvernement se pose la question de l'enfer fiscal dans lequel ils nous ont enfermés. La France est le pays où il y a le plus de pression fiscale aujourd'hui. Donc commençons déjà par baisser en effet la fiscalité, baisser le coût du travail, tenir les engagements en termes de suppression des impôts de production. Pas d'Europe sociale pour vous non plus, excusez-moi, mais Fabrice. J'ai pas pu finir juste en 2 minutes. Posons-nous aussi la question de l'abrogation de la directive des travailleurs détachés. Posons-nous la question de l'arrêt, évidemment, des élargissements. Et posons-nous aussi la question de l'arrêt de la surtransposition en droit français des normes européennes. Arrêtons d'aller plus loin, ce que fait systématiquement ce gouvernement depuis qu'il est au pouvoir. Fabrice Leggeri. Alors, en matière d'Europe sociale et pour le économique, Rassemblement national.
en matière d'Europe sociale et économique, on voit bien qu'il y a de grandes disparités dans les revenus, il y a de grandes disparités entre les États européens en ce qui concerne le salaire minimum et les normes sociales. Et en réalité, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le Rassemblement national est hostile à un élargissement sans fin, parce qu'à chaque fois qu'on élargit l'Union européenne, on fait entrer dans l'Union européenne des pays à bas coût de main-d'œuvre qui viennent saccager encore les conditions sociales pour les salariés européens et français. Il y a également, par rapport aux revenus, et évidemment, nous voulons que les salariés ou les agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail. Nous avons effectivement voté la politique agricole commune, mais la raison en est très simple, c'est parce que nous voulons à nouveau, avec les plans stratégiques nationaux, reprendre la main au niveau national sur un certain nombre de questions qui touchent notamment aux subventions agricoles, parce que nous voulons améliorer le revenu des agriculteurs. Pourquoi avoir refusé l'augmentation des salaires à l'Assemblée nationale si vous êtes pour que le travail paye davantage? Léon Desfontaines n'a plus le temps. Valérie Ayé, vous êtes en retard. Qu'est-ce que vous nous rajoutez sur ce débat sur l'Europe sociale? Qu'est-ce que je rajoute? Il faut effectivement qu'on avance encore sur la construction de l'Europe sociale. Parce que pour tirer l'ensemble des travailleurs européens vers le haut, évidemment, et puis pour lutter contre le dumping social. Madame Maréchal Le Pen a cité la directive sur le travail détaché. Sur la précédente élection européenne, tout le monde parlait du plombier polonais. Pas abrogé. Pourquoi personne n'en parle aujourd'hui? Parce qu'on a réglé le problème du plombier polonais, entre guillemets, puisque à travail égal, sur un même lieu de travail, salaire égal. C'est ce qu'on a réussi à faire ici au Parlement européen parce qu'on est dans le camp de l'action. Le camp de l'action, c'est aussi sur les enjeux sociaux, c'est le fameux plan de relance. Le plan de relance qui a permis de sauver des centaines de millions d'emplois. Et qui autour de la table a soutenu ce plan de relance? Je vous donne en mille. Madame Toussaint, elle a soutenu. Alors, ici, personne ne l'a soutenu. Dernier point, on parle d'enjeux de justice fiscale et de justice sociale. On a ça fait partie des sujets à l'échelle européenne qui sont les plus difficiles en termes de négociation, c'est évident. Il faut qu'on sorte de la logique de l'unanimité sur les questions de taxation, puisqu'on donne des opportunités à certains de poser des droits de veto. Je pense notamment à Viktor Orban qui, pour d'autres sujets, pose des droits de veto qui sont inadmissibles. Alors, il est temps pour vous, chacun d'entre vous, d'avoir une profession de foi finale, de nous dire j'ai pas pu intervenir sur ce sujet. Alors vous aurez un petit peu plus que les autres. Voilà. Non mais si je peux juste répondre là-dessus Alors, quand même. très rapidement, François Parce Xavier. que malgré tout, on a assisté à une sorte de compétition, non pas dans l'Europe sociale, mais dans l'Europe socialiste, et toute la gauche s'est battue pour savoir qui allait créer le plus d'impôts possible. La vérité, c'est qu'au fond, on voit bien qu'on est aujourd'hui piégé dans cette spirale qui fait que la France se trouve en grande difficulté au sein de l'Europe. On n'a pas arrêté d'augmenter les impôts, on n'a pas arrêté d'augmenter la dépense publique, et on voit aujourd'hui dans notre pays que tous les services publics les plus essentiels sont fragilisés. Donc la clé, et c'est pour ça qu'on a un vrai problème avec le plan de relance, c'est que le gouvernement français, sa majorité, ont réussi à créer à Bruxelles, ce qu'ils savent faire de mieux à Paris, une nouvelle dette. Mais on ne sait pas comment on va la rembourser. Et vous portez, derrière le mot ressources propres, il y a ce terme magnifique qui, en réalité, veut dire des impôts européens. Vous portez on fait payer les géants du numérique, on fait payer les gros pollueurs chinois. Une forme de plus du socialisme. Là, nous disons au contraire on doit qu'il faut s'arrêter faire maintenant et baisser passer les à vos professions de foi pour conclure ce débat. Merci à vous. Un coup d'œil sur les chronos. Vous êtes dans un mouchoir de poche, effectivement, entre 11 et 12 minutes. Nous souhaitons effectivement commencer dans l'ordre de passage déterminé par le tirage au sort. 1 minute pour conclure. Alors, c'est à vous, Marion Maréchal, 1 minute pour conclure. Oui, tout simplement, si le 9 juin prochain, vous voulez envoyer des députés européens qui se battront pour la défense de notre identité et de nos racines chrétiennes face à la menace, à la fois de l'immigration et de l'islamisation, si vous voulez défendre nos agriculteurs face au fanatisme vert, si vous voulez défendre nos chefs d'entreprise face justement aux normes et à la bureaucratie bruxelloise, si vous voulez défendre nos valeurs de civilisation contre le wokisme, contre la propagande LGBT, contre le projet de légalisation de la GPA, alors il faudra voter pour la liste Reconquête, envoyer des députés courageux qui ne baisseront pas les yeux, eux, devant la gauche et devant le politiquement correct. Un petit rappel, c'est une élection à un tour, à la proportionnelle. Pour avoir des élus, il faut faire 5%. Et donc, si les personnes se déplacent pour défendre leurs convictions, elles auront des élus pour les défendre et donc défendre cette vision que je porte d'une Europe au service des intérêts français et du respect de nos nations. Marie Toussaint, c'est à vous, une toute petite minute, plutôt 45 secondes. Au cours des dernières années, les écologistes se sont battus pour vous. Ils ont fait reculer Monsanto, éclater le scandale du Dieselgate, fait condamner l'État français pour inaction climatique ou encore fait reculer des scandales sanitaires comme le scandale de la chlordécone. Les écologistes se sont battus avec détermination pour un salaire minimum au niveau européen, pour protéger les travailleurs, mais aussi faire reculer le dumping, pour protéger les travailleurs des plateformes et compter sur notre détermination
pour mener les combats sans faire partie de la majorité politique, contre les lobbies, mais parce que nous croyons que la solution, elle se trouve en Europe et que quand vous nous donnez votre confiance, eh bien nous ne lâchons rien, nous ne cédons pas et nous nous battons en permanence pour votre bien. Voilà, en 3, position 3, Valérie Ayé. Je crois que la meilleure preuve du succès de l'Europe depuis 2019, c'est que ce soir, sur ce plateau, personne n'assume le mot de Frexit. Parce que les uns et les autres auront compris que les Français ne souhaitent pas d'un projet d'appauvrissement en sortant de l'Union européenne, parce que certains qui auraient pu espérer que l'Europe s'effondre avec la crise sanitaire ont pris conscience que c'est en Europe, en européen, qu'on a été plus fort avec la stratégie vaccinale, avec le plan de relance, qui ont permis de sauver des emplois et aussi des vies. Et ces succès-là, ils sont le fruit de notre action au Parlement européen depuis 2019 et ça nous invite à prolonger évidemment notre action pour une Europe qui soit plus innovante en matière de santé, de cybersécurité, d'intelligence artificielle, à poursuivre notre action pour une Europe qui soit plus juste, avec plus de droits pour les femmes, pour les minorités. Moi, je ne veux pas d'un modèle à la Viktor Orban. Et puis, plus d'Europe pour une Europe qui soit plus puissante, évidemment, face aux Chinois et aux Américains, face aux géants du numérique et évidemment, malheureusement, face aux menaces de Vladimir Poutine et du Kremlin. Donc c'est ça, cette Europe que je porte. Elle tient en 2 mots, besoin d'Europe. Manon Aubry, c'est à vous, une toute petite minute. En conclusion, je voudrais évoquer un sujet qui n'a pas été abordé ce soir et qui résume juste en quelques mots le chaos actuel, c'est l'explosion des factures d'électricité. Tout le monde aura remarqué, les factures d'électricité ont augmenté de près de 50% en 2 ans. Ce sont des millions de gens qui sont poussés dans la précarité, qui ne peuvent plus se chauffer ou se faire à manger. Des milliers de personnes qui sont menacées de licenciement ou de difficultés dans les petites entreprises, je pense notamment aux boulangers. Et cette situation ne vient pas de nulle part. Elle vient du chaos du marché de l'énergie. Elle vient d'années de libéralisation de notre système public de l'énergie. Et je veux le dire, demain va avoir lieu un vote capital au Parlement européen sur cette réforme du marché de l'énergie et qui va notamment remettre en question les tarifs réglementés de l'électricité. Et je préside le seul groupe ici qui s'y est opposé à chaque étape de cette réforme. Donc je le dis, cette élection du 9 juin, elle est aussi capitale pour défendre vos factures contre la libéralisation, On pour a dépassé défendre la minute. aussi notre service public de l'énergie. Merci. Merci au Manon Aubry. marché de l'énergie. C'est à vous Fabrice Leggeri. Alors en conclusion, les élections européennes du 9 juin sont très importantes parce que beaucoup de décisions sont prises à Bruxelles ou au Parlement européen et ont un impact non seulement sur l'avenir et le destin des Français, mais aussi sur leur vie quotidienne et sur leur pouvoir d'achat. Je pense qu'il faut le 9 juin être conscient qu'en votant pour la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella, on vote pour reprendre en main notre destin et lutter, barrer la route à l'Europe de Macron, de von der Leyen et de diverses nuances d'écologie ou de socialisme qui les soutiennent. Je pense qu'on a pu voir que la Commission européenne, toujours, en revient à des préférences mondialistes, en ouvrant les frontières à l'immigration, en ouvrant les frontières à des produits, à des importations concurrentes qui détruisent nos emplois. On voit bien aussi que la Commission européenne serait incapable de gérer une armée et on voit aussi que la Commission européenne et sa bureaucratie a une absence de vision. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est ne pas leur remettre nos vies entre leurs mains. Et ce qu'il faut, On a bien compris. c'est une Europe de François-Xavier liberté Bellamy, et de démocratie. Voilà, une minute pour conclure, très vite. Je reviens à la réforme du marché européen de l'électricité. La victoire pour laquelle je me suis battu pendant des années ici, jour après jour, c'était d'inclure le nucléaire dans cette réforme parce que la corrélation entre les prix du gaz et les prix de l'électricité qui a fait exploser les factures a été voulue par ceux qui ici combattaient notre parc énergétique. Et ça dit quelque chose de l'Europe. Le vrai débat européen, il se joue en réalité très loin des enjeux français entre les 2 grandes forces politiques que sont la droite et la gauche. La droite européenne, le groupe auquel j'appartiens. La gauche européenne a organisé la décroissance de notre continent et les macronistes auront été pendant ce mandat, ils le revendiquent eux-mêmes, les meilleurs supplétifs de la gauche. Quant au Rassemblement national, il aura fait la politique de la chaise vide et il le fait encore aujourd'hui puisqu'aucun député du Rassemblement national n'est venu défendre le bilan de cette délégation au Parlement européen alors que le RN avait déjà gagné la dernière élection européenne. Le vrai défi, c'est pour faire de l'Europe ce que nous voulons qu'elle soit, pour changer notre avenir aujourd'hui, de renforcer une droite française au sein
de la droite en Europe qui mènera les bons combats pour rendre la liberté aux Français Merci. et leur rendre le pouvoir Merci de maîtriser François-Xavier leur destin. Bellamy. Léon Desfontaines, 45 secondes. Ces dernières années, la gauche s'est trop divisée sur les débats de société. Eh bien, moi, j'assume, je souhaite la rassembler sur la question sociale. La question sociale, la question du travail, celle de la production sont des sujets fondamentaux pour la liste que j'ai l'honneur de mener. Et d'ailleurs, la question des européennes, c'est celle, est-ce que nous voulons produire plus ou est-ce que nous voulons produire moins sur le territoire national et européen? Eh bien, ce n'est pas un gros mot de le dire, je souhaite produire davantage sur le territoire européen et français. Je souhaite produire des services publics de proximité pour offrir une formation à tous nos jeunes. Je souhaite développer des grands travaux utiles pour répondre à l'impératif environnemental. Je souhaite reconstruire des industries pour permettre de retrouver notre souveraineté. L'Europe libérale a mis ces 40 dernières années notre pays à genoux. Eh bien, ce n'est pas une fatalité. Nous avons 30 ans pour relancer notre pays, pour relancer notre continent, à condition de reprendre la main. Et ces 30 ans, ça commence le 9 juin en votant pour la liste de la gauche unie pour le monde du travail. Raphaël Glucksmann, 1 minute pour conclure. Pour conclure, j'aimerais m'adresser à ces millions de jeunes Français qui ont été absents de ce débat. J'aimerais leur dire que c'est pour eux que nous construirons une Europe plus juste et plus forte. Et j'aimerais m'adresser tout particulièrement à ces centaines de milliers de jeunes Français qui ont participé à tous les combats qui ont structuré mon mandat. Ensemble, nous avons brisé le silence qui entourait la déportation du peuple ouïghour. Ensemble, nous avons mis en place le bannissement des produits de l'esclavage. Ensemble, nous avons mis fin à l'impunité des multinationales comme Nike ou Zara. Mais ce n'était qu'un début. Et le 9 juin, nous pouvons faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Le 9 juin, nous pouvons réveiller l'Europe. Le 9 juin, nous pouvons montrer à tous les promoteurs de haine, à tous les destructeurs de la nature, qu'il y a encore en France quelque chose qu'ils ignorent. Un élan humaniste, un élan écologiste, un élan féministe. C'est le 9 juin que se décide notre avenir, alors soyons présents. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de ce débat RFI et France 24. Vous restez bien sûr sur nos antennes pour suivre la campagne des européennes. Merci à vous tous d'avoir participé et de nous avoir suivis.